Bonjour, bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle web émission de Pharmaceutique dédiée à Alzheimer, nouveaux espoirs, nouveaux défis. Alors Alzheimer et les maladies apparentées, c'est 1,4 million de patients en France, 2,5 millions d'aidants, un sujet qu'on évoquera avec insistance durant ce colloque. C'est une maladie, ce sont des maladies qui sont en forte augmentation, avec des impacts majeurs à la fois sur l'état de santé, mais également l'impact psychosocial pour les patients et leur entourage. Alors on le sait, depuis des années, on se mobilise pour trouver des solutions de prise en charge pour la maladie d'Alzheimer. Il y a eu quelques déconvenues ces dernières années, mais la science, la recherche, la médecine continuent à progresser. Et c'est ce que nous allons voir durant cette émission qui va nous occuper jusqu'à 16h30. On commence avec vous, le professeur Julien Delrieux. Bonjour, vous êtes responsable du centre mémoire du Gérontopole de Toulouse. Et vous êtes avec nous en distanciel à Toulouse. Bonjour Julien. Bonjour, merci pour l'invitation. Écoutez, c'est un plaisir. Alors, malgré les déconvenues de ces dernières années, je l'ai dit, les chercheurs ont beaucoup progressé pour comprendre les lésions cérébrales qui caractérisent la maladie d'Alzheimer. C'est un enjeu clé pour la nouvelle mise au point de solutions thérapeutiques, mais aussi non thérapeutiques. L'un des défis depuis plusieurs décennies, c'est de mieux comprendre la physiopathologie de la maladie. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de cette pathologie et qu'est-ce qu'il nous reste à comprendre pour progresser dans sa prise en charge ? Alors, merci de cette question. Alors, effectivement, il y a plusieurs grands piliers dans la physiopathologie qui aujourd'hui ont été bien identifiés. On a identifié deux protéines que l'on retrouve associées à la maladie d'Alzheimer, qui sont la protéine amyloïde et la protéine tau. Et il y a également deux processus physiopathologiques qui rentrent en jeu dans la maladie d'Alzheimer, qui sont l'inflammation et la perte neuronale, in fine, avec la neurodégénérescence. Alors le fait d'avoir identifié ces quatre grands axes a permis quand même de développer des biomarqueurs. Donc aujourd'hui, on est capable d'identifier in vivo, donc du vivant des patients, ces différentes lésions neuropathologiques. Par exemple, l'amyloïde, on est capable de l'identifier très bien dans le liquide céphalorachidien depuis maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années. On est également capable de l'identifier en imagerie moléculaire, en PET scan. Et puis, on est en train de déployer également des nouveaux marqueurs dans le sang pour pouvoir identifier ces différents processus physiopathologiques de manière plus facile et moins invasive. Et le développement de ces biomarqueurs, il nous a permis aussi de reconstruire un peu la physiopathologie de la maladie. Parce que c'est beaucoup plus facile, effectivement, de suivre des patients avec des biomarqueurs que, évidemment, en obtenant le cerveau des patients. Donc, ça nous a permis de reconstruire et d'identifier une dynamique. Et dans cette dynamique, il semblerait que la pathologie amyloïde joue un rôle initial fort. Une protéine qui se développerait dans le cerveau des patients environ une vingtaine d'années avant l'apparition des premiers symptômes. Donc il y a une très longue phase silencieuse. Et puis dans un second temps, il y a la pathologie tau qui arrive, la perte neuronale et l'inflammation. Il est vrai qu'encore aujourd'hui, on a du mal encore à bien identifier très clairement quel est son rôle. On a l'impression qu'elle a un rôle protecteur initial pour lutter contre ces dépôts protéiques, mais que quand elle se chronicise, elle peut avoir un effet qui est également péjoratif. Et puis, le fait d'avoir identifié aussi ces différents processus, ça nous a permis de faire des propositions thérapeutiques. Ça fait maintenant, je dirais, un peu plus de 20 ans qu'on teste des traitements contre l'amyloïde. Alors, on peut dire que les essais thérapeutiques nous ont permis quand même de comprendre beaucoup de choses par rapport à ça. Déjà, c'est qu'il faut identifier avec précision les patients que l'on traite pour être sûr effectivement que les biomarqueurs soient positifs avant de leur proposer ce type de traitement. Et il est important d'intervenir tôt également. Et le fait d'intervenir tôt et de manière précise, ça a permis quand même d'objectiver un effet positif de ces thérapies anti-amyloïdes. Et ça nous a permis de comprendre aussi que, bien sûr, l'amyloïde ne jouait pas un rôle
exclusif dans la maladie, parce que ces effets, ces traitements anti-amyloïdes, ils ont une efficacité, mais une efficacité qui reste partielle, parce que la maladie reste une maladie qui est multifactorielle, la maladie d'Alzheimer. Et probablement, si on veut avancer, il faut pouvoir proposer des combinaisons de thérapies, peut-être en associant une thérapie anti-amyloïde avec une thérapie anti-tau, ou une thérapie anti-amyloïde avec des interventions non médicamenteuses, parce qu'on sait aussi que l'activité physique adaptée, une bonne alimentation, une stimulation intellectuelle, c'est important. Et dans ce qui nous reste encore à comprendre, et ça c'est, je pense, très important, et moi j'y suis particulièrement sensibilisé, c'est que l'âge reste le principal facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. Et aujourd'hui, on comprend pas encore parfaitement l'interaction que peut avoir le vieillissement biologique et comment ce vieillissement biologique fait le lit des maladies associées à l'âge, comme la maladie d'Alzheimer par exemple. Bien sûr. Bien sûr. Un des enjeux encore, ça reste de déterminer les causes de la présence de la protéine que vous invoquez au tout début de la maladie. Ça, pour le coup, l'étiologie, l'origine profonde de la maladie, on ne la comprend pas encore. Alors c'est vrai que ces dépôts protéiques signent la présence d'une maladie, mais pourquoi ils arrivent, on ne le sait pas exactement, ou on le sait imparfaitement. On le sait dans les formes assez rares génétiques de maladie d'Alzheimer, où il y a effectivement une hyperproduction de ces dépôts protéiques. On le sait moins bien dans les formes plus fréquentes de la personne âgée. On pense que chez la personne âgée, on a plus de difficultés finalement à éliminer ces dépôts qui ne sont pas forcément super produits, mais plutôt moins bien éliminés. Mais on pense aussi que tout ce qui est vieillissement biologique doit pouvoir expliquer en grande partie l'apparition de ces dépôts protéiques. Bien sûr. Alors ça fait le lien avec la question suivante, puisque vous le dites, il faut analyser les liens entre la présence de la maladie et le vieillissement biologique. C'est justement une des missions que vous menez avec le professeur Vélas en développant une nouvelle discipline, la géroscience ou médecine de la longévité, pour lequel le centre de Toulouse est mondialement reconnu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle approche médicale il s'agit et qu'est-ce qu'elle peut apporter selon vous pour mieux lutter contre les maladies d'Alzheimer et apparentées ? Alors, le concept de géroscience, c'est finalement, si on arrive à bien identifier ce qu'est le vieillissement biologique, si on agit sur le vieillissement biologique, on va pouvoir retarder le déclin de la capacité intrinsèque et on va pouvoir retarder ou traiter les pathologies dont le principal facteur de risque, c'est l'âge, comme la maladie d'Alzheimer. Alors, qu'est-ce que c'est que la capacité intrinsèque ? La capacité intrinsèque, c'est l'interaction entre certains domaines, les domaines cognitifs, les domaines de performance physique, les domaines également psychologiques, et c'est leur interaction avec l'environnement. Donc, on pense que si on arrive à bien identifier les principaux piliers, on va dire, biologiques du vieillissement, en ayant une action sur ces piliers biologiques, on pourra retarder la maladie et peut-être la traiter. Alors dans ces piliers biologiques du vieillissement, il y a énormément de choses. Il peut y avoir l'axe intestin-cerveau, il peut y avoir l'inflammation, il peut y avoir la sénescence, il peut y avoir le sommeil, il peut y avoir l'activité physique. Aujourd'hui, l'activité physique, c'est le géroprotecteur le meilleur que l'on ait. Mais pour ça nécessite d'avoir une attitude qui est une attitude une bonne compréhension du vieillissement biologique, mais également une attitude de prévention. Aujourd'hui, la prévention, c'est 3% du budget. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et si on veut bien agir sur le vieillissement, il faut être très en amont, en fait. Avoir une attitude de prévention à 70-80 ans, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est sûrement trop tard. On a bien objectivé que le déclin des capacités intrinsèques, il commence vers l'âge de 50 ans. On commence à légèrement décliner sur le plan des performances physiques, sur le plan des performances cognitives. Donc il y a un vrai enjeu à intervenir tôt.
et essayer de trouver des géroprotecteurs pour infléchir ce vieillissement et donc infléchir aussi les pathologies qui sont liées à l'âge. C'est une recherche que mène notamment, me semble-t-il, pour l'avoir interrogé récemment, l'épidémiologiste Archana Singmanou, avec laquelle je pense vous devez travailler à Paris, et où effectivement ils suivent des cohortes de patients à Londres et à Paris pour comprendre très tôt quels sont effectivement les mécanismes en jeu dans une forme de déclin lié au vieillissement. L'un des paradoxes et une des difficultés pour vous, c'est de ne pas non plus traiter l'âge comme une maladie, si j'ai bien compris. C'est ça. Tout à fait, tout à fait. C'est également le cas pour la maladie d'Alzheimer, qui n'est pas le vieillissement, normal. Nous, on a essayé de développer un peu 3 grands axes, un peu par rapport à cet axe de géroscience. Ouais. Premièrement, c'est essayer de faire un repérage très précoce en population générale du déclin de la capacité intrinsèque. Donc pour ça, l'Organisation mondiale de la santé a développé le programme ICOP. Et nous avons développé une application où il est tout à fait possible au sujet ça s'adresse aux plus de 60 ans, mais au sujet de plus de 60 ans, de s'évaluer avec une application. On a également mis en place une importante cohorte à Toulouse où nous suivons des personnes âgées de 20 à 100 ans, où nous les évaluons de manière annuelle sur le plan des capacités intrinsèques et où nous essayons de développer des biomarqueurs du vieillissement, le but étant essayer de déterminer finalement l'âge biologique plus que l'âge civil. Et puis on essaie bien sûr également de développer une plateforme d'essai thérapeutique où nous testons des interventions pour effectivement gagner en longévité et surtout en longévité en santé, parce que le but n'est pas forcément d'allonger coûte que coûte, mais surtout d'allonger en toute indépendance. Tout à fait. Peut-être pour revenir un petit peu sur un des sujets qui va nous occuper aujourd'hui, qui est la mobilisation institutionnelle et médico-scientifique autour d'Alzheimer. Au vu justement des travaux que vous menez, quelles sont peut-être vos attentes aujourd'hui pour mieux soutenir et structurer la filière de prise en charge de la maladie d'Alzheimer, de la recherche fondamentale jusqu'aux soins aux patients? Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, le diagnostic de cette maladie, on le sait, il est fait trop tardivement. C'est le cas en France, mais c'est le cas un peu partout. Et très probablement, ce diagnostic, il est trop tardif parce que, à ce jour, nous manquons un peu d'intervention à proposer à nos patients. Aujourd'hui, l'essentiel de la recherche thérapeutique, il est à promotion industrielle. Moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu de développer la recherche, bien sûr d'une manière générale, mais la recherche thérapeutique. Sûrement en gagnant en agilité par rapport à notre participation à des programmes de recherche internationaux qui sont développés par l'industrie, mais également en soutenant de manière très très forte la recherche thérapeutique académique, qui est finalement pas si fréquente que ça, et je pense qu'il y a un vrai enjeu à la soutenir. Donc sûrement gagner un peu en agilité par rapport à la participation à certains essais internationaux et développer notre propre recherche académique en suivant notre propre piste. Après, il est vrai que les patients aussi, on les diagnostique trop tardivement parce qu'ils viennent à nous trop tardivement et ils sont adressés trop tardivement. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu de campagne de sensibilisation auprès du grand public et de formation également des professionnels de santé. Et puis, on parle beaucoup de prévention et notamment de prévention non médicamenteuse. Et donc on sait, on le sait plutôt très bien aujourd'hui, il y a des programmes qui l'ont mis en évidence. On sait que l'activité physique adaptée, ça permet de retarder l'apparition de cette maladie. On sait qu'il y a certains régimes diététiques, notamment le régime méditerranéen, a également un effet qui est bénéfique. On sait que l'isolement social, c'est pas bon. On a identifié tout un tas de facteurs de risque qui ne sont pas bons pour la mémoire et qui ne sont pas bons pour la performance cognitive d'une manière générale. Mais il faut avoir la possibilité de les proposer, ces programmes. Aujourd'hui, quand un patient nous dit j'ai cru comprendre qu'il fallait faire un peu d'activité physique,
on a peu de moyens parce que il faudrait développer des structures, des services qui sont des services de prévention et finalement des services de santé cérébrale où on arrive à clairement identifier les facteurs de risque des patients et à pouvoir leur proposer une intervention sur mesure personnalisée, avec un professeur d'activité physique adaptée, avec une diététicienne. Et effectivement, tout ça, ça demande énormément de moyens, mais on est très en attente de ça. C'est ça, notamment dans la notion d'activité physique adaptée, le mot important, c'est adapter, puisque on sait qu'aujourd'hui, il y a un débat pour élargir et rembourser l'activité physique adaptée. Ça commence à se faire timidement dans certains champs thérapeutiques comme le cancer, mais il faut sans doute aller plus loin. Donc on a évoqué l'importance du diagnostic, c'est justement ce qui va nous réunir à l'occasion de la prochaine table ronde. Professeur Delrieux, merci infiniment pour cette introduction qui nous je dirais, permet de rentrer pleinement dans le sujet qu'on va débattre à l'occasion des échanges qui vont suivre. Merci à vous, à très bientôt. Merci à vous. Dans une petite minute pour la première table ronde sur l'enjeu du diagnostic précoce. Le plateau pour cette première séquence autour de la thématique prévention, l'enjeu du diagnostic précoce. On l'a évoqué en introduction avec Julien Delrieux. Test de repérage, bilan neuropsychologique, mesure de marqueurs biologiques et examen d'imagerie. Tels sont quelques-uns des outils qui ont été créés et qui se coordonnent aujourd'hui pour poser précocement le diagnostic d'Alzheimer. Précocement, c'est le souhait en tous les cas. Mais comment bien les utiliser pour mieux agir contre la progression de la maladie? C'est ce que nous allons voir avec nos 4 intervenants. Bonjour à tous, que je vous présente de gauche à droite. Le professeur Julien Dumurgier, neurologue à l'hôpital Lariboisière, la PHP. Le docteur Rémi Janton, directeur scientifique de la Fondation Recherche Alzheimer. Le docteur Jérôme Brodeau, docteur en neurosciences et CIO et cofondateur de Agenti Biotech. Et le docteur Marion Lévy, directrice scientifique de la Fondation Vaincre Alzheimer. Julien, on commence avec vous. Peut-être pour enchaîner sur ce que disait justement l'autre Julien Delrieux, sur l'enjeu absolument fondamental du diagnostic précoce. C'est souvent évoqué pour la maladie d'Alzheimer. En quoi est-ce que c'est fondamental et quel regard vous portez sur les outils disponibles dont j'en ai évoqué quelques-uns en introduction? Oui, alors la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie, on le sait, qui évolue sur 10 ans, 15 ans fréquemment. Quand on parle de diagnostic précoce, eh bien, on parle de faire le diagnostic à une période de la vie où la personne a des manifestations cognitives mais reste peu gênée, notamment dans sa vie quotidienne. On sait que ce diagnostic, c'est un diagnostic complexe, c'est pour ça qu'ont été créées notamment des consultations mémoire dédiées à pouvoir faire le diagnostic de maladie d'Alzheimer en stade précoce. Pourquoi c'est un tel enjeu? Pour plusieurs raisons. D'abord, quand on a une plainte cognitive, c'est important de faire un bilan parce que toutes les plaintes cognitives ne sont pas dues forcément à une maladie d'Alzheimer. Il y a d'autres causes, des problèmes de sommeil, des problèmes de morale qui peuvent être traités. La deuxième raison, c'est que les gens, à juste titre, veulent être informés sur leur état de santé. Si je me sens moins bien, je veux savoir pourquoi. Et un des enjeux croissants, c'est l'espoir, on va en parler, de l'arrivée de ces nouveaux traitements, justement, qui sont dédiés à traiter la phase précoce de la maladie. Bien sûr. On l'a dit, c'est un processus complexe avec plusieurs acteurs. Le premier niveau, c'est quand on a une plainte cognitive, c'est de s'adresser à son médecin traitant, qui va avoir le rôle de faire une première évaluation. Est-ce que les choses peuvent être inquiétantes et nécessiter des investigations supplémentaires ou est-ce qu'elles sont rassurantes? Donc, dès ce premier niveau, il y a des outils qui existent, qui sont des outils de test, de dépistage. Il y a un attrait... Ils sont assez au point, je crois, globalement. Mais ça prend du temps. Alors, ça prend du temps, mais il y a un développement croissant d'outils numériques, notamment pour aider les médecins généralistes à faire des évaluations cognitives. Notre centre, par exemple, a développé MemScreen, justement, dans cette idée d'aider les médecins généralistes face à quelqu'un qui se plaint de sa mémoire, qui est une situation clinique très fréquente. Vous le développerez après, parce que c'est très intéressant, c'est assez novateur d'ailleurs. Mais peut-être alors justement, donc l'important c'est effectivement on peut parler de pré-diagnostic chez le médecin traitant ou d'indices.
On va dire d'orientation. Encore une fois, le diagnostic est complexe. Bien sûr. Il y a un premier niveau, consultation, le plus souvent auprès des médecins généralistes, qui va faire cette évaluation initiale et qui peut ou pas, selon le cas de figure, orienter vers une consultation mémoire, où c'est là que sera fait le diagnostic de maladie d'Alzheimer, qui est un diagnostic clinico-biologique, donc qui nécessite une certaine expertise. Bien. À partir de quelle, je dirais, pluralité de résultats, le diagnostic est avéré? Est-ce qu'il y a un examen décisif dans la pose définitive du diagnostic ou pas? Alors, le diagnostic fait l'intégration de plusieurs types d'examens. Tout d'abord, ce qu'on appelle une évaluation neuropsychologique, qui peut être faite par des neuropsychologues, qui permettent d'évaluer, de mesurer les fonctions cognitives. Premier niveau, ce qu'on appelle le diagnostic clinique. Il y a un diagnostic biologique, qui est un diagnostic qui repose sur des biomarqueurs. C'est ça. Les biomarqueurs, à l'heure actuelle, ils sont principalement de deux. Celui qui est de référence, c'est la ponction lombaire. On est capable, à l'heure actuelle, de doser directement les protéines impliquées dans la maladie d'Alzheimer, le peptide bêta-amyloïde, la protéine Tau. Et quand cette ponction lombaire, pour différentes raisons, ne peut être effectuée, on peut faire ce qu'on appelle un PET amyloïde. C'est ça. Qui est un examen de médecine nucléaire qui permet de repérer à la surface du cerveau s'il y a ou pas des plaques amyloïdes. Pourquoi pas faire le PET amyloïde directement, qui est moins invasif? On l'imagine, parce qu'une ponction lombaire, c'est lourd et il y a quelques risques. Alors, plusieurs raisons. Une des raisons est que la ponction lombaire, malgré tout, apporte des informations supplémentaires au PET amyloïde, notamment sur la protéine Tau, qu'on peut doser dans le liquide, mais qui n'est pas facilement accessible en imagerie nucléaire. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est une question d'accessibilité et même de coût d'examen. Bien sûr. Le PET amyloïde est quelque chose de nettement plus onéreux qu'une ponction lombaire. D'accord. On peut dire que le diagnostic précoce, dans sa précision, a énormément progressé en 15 ans avec l'addition de tous ces outils? Exactement. On peut dire qu'il y a une révolution diagnostique, on a tendance à l'espérer, thérapeutique, qui est notre capacité de pouvoir faire un diagnostic précis chez quelqu'un qui a des troubles cognitifs extrêmement débutants, de est-ce que c'est en lien avec un début de maladie d'Alzheimer ou pas, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a... Ça permet de gagner du temps aujourd'hui en moyenne dans la prise en charge de la maladie et donc dans l'espérance de repousser l'échéance de... je dirais, de la dégradation grave de la maladie. Exactement. Disons surtout que ça permet d'ouvrir la voie à un traitement ciblé le plus précoce possible. Et on sait que si on espère un jour avoir une efficacité de cette maladie, c'est en traitant le plus tôt possible. Complètement. Et juste 2 mots sur l'outil numérique que vous évoquez. C'est vous qui allez me le renommer pour pas que je me trompe, mais nous expliquer un petit peu ce que ça apporte et ça nous ouvre la voie sur toutes les innovations, je dirais, d'un champ nouveau et technologique qui apparaissent. Exactement, vous avez raison, parce qu'il y a des biomarqueurs biologiques dont on parle beaucoup, mais c'est des biomarqueurs numériques. Donc nous, on a développé une application sur téléphone qui est disponible dès maintenant, que tout médecin, tout soignant, n'importe qui peut télécharger, et qui permet à peu près 4 minutes de tester la mémoire récente, l'efficience cognitive globale, et justement se faire d'une idée de est-ce que la personne qui se plaint de sa mémoire a des signes potentiellement de gravité qui nécessitent une évaluation plus spécialisée ou pas. C'est un premier niveau de diagnostic différentiel, on va dire, à partir du médecin traitant. Exactement. Ça fait partie de ces tests d'orientation, mais qui sont même utilisés en consultation mémoire spécialisée. Donc il va falloir le diffuser, le promouvoir. C'est un des enjeux qu'on verra dans l'organisation des soins et du diagnostic, et non pas du dépistage. J'allais commettre une erreur. Rémi Janton, je l'ai dit, vous représentez la Fondation Recherche Alzheimer. Alors, on l'a vu, le diagnostic précoce a énormément progressé, mais les chercheurs continuent à se mobiliser sur ce sujet. Comment, justement, les travaux actuels permettent d'envisager d'aller plus loin dans la définition et la précision de l'identification de la maladie, et donc, quelque part, comme l'a dit Julien Dumurgé, vers un meilleur pronostic de la maladie? Le professeur Dumurgé a dit beaucoup de choses, a dit techniquement essentielles. Mais vous allez du coup apporter votre éclairage. Et en effet, d'abord, je voudrais faire une remarque quand même, revenir sur ce point important, c'est que le diagnostic précoce, on se gargarise un peu avec ce mot. Bien sûr. En fait, c'est un diagnostic très tardif déjà, puisque la maladie est depuis 20 ans. Vous avez raison de le dire. Donc, quand on intervient même bien et à ce point de ce début de la maladie exprimée, avec symptômes, on est très tard dans l'histoire, et pour inverser ce processus, démonter tout ce processus initial et tout ce qui s'est rajouté autour d'inflammation, etc., c'est très complexe. Et on peut s'attendre à ce qu'effectivement l'effet plein des nouveaux traitements, ils mettent du temps à apparaître. Complètement. Et tout son potentiel. Tout à fait. Donc ça, il ne faut pas perdre ça de vue et jeter le bébé avec l'eau du bain. Bon, bref, j'y reviendrai. Bien sûr. D'autre part, faisons un rêve. Imaginons qu'on ait un traitement
qui réduisent la progression de la maladie de 30%, qui soient disponibles en France. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Eh bien, en effet, le pivot, c'est le généraliste, c'est le gatekeeper un petit peu. D'accord. Il connaît les patients, il connaît les familles, il sait ce qu'on lui raconte, il peut évaluer un petit peu si le patient est déprimé, à quoi ça ressemble. Et en effet, il faut lui fournir des outils. Des outils de repérage, de screening. Alors, il peut faire papier-crayon comme il le faisait avant avec le MOCA, le MS, les 5 mots, des choses très bien et qui sont très pertinentes. Si on lui donne des outils informatiques, non pas trop divulgachés en les supprimant, en les distribuant en public, mais effectivement réservés à des professionnels de santé, c'est très important. Ça va l'aider considérablement, gagner du temps et gagner de la précision. Bien sûr. Après, il va falloir, si on a effectivement un traitement et qu'il faut aller vite parce que c'est donné le plus tôt sera le mieux, il faut qu'il ait le réflexe de prescrire les bons examens de façon à gagner du temps avant de passer la main à un spécialiste, centre de la mémoire en l'occurrence, qui pourrait administrer l'éventuel traitement. Donc pour ça, il faut qu'il fasse une IRM, on gagnera du temps, qu'il fasse peut-être un bilan sanguin standard, Iono, NFS, hormones thyroïdiennes, des choses très, très simples. Bien sûr. Le screening. Et une fois qu'il s'est à peu près assuré que c'est bien du domaine neurodégénératif, sans aller plus loin dans le diagnostic, c'est pas son rôle. Il va passer la main. C'est ce qu'il ne fait pas aujourd'hui, tout ce que vous dites, ces examens complémentaires, il va avoir tendance à les déléguer peut-être quelques semaines ou quelques mois plus tard. Ou alors il prescrira l'IRM, pas la bonne IRM. C'est ça. Il y a effectivement un champ. Nécessité de cadrer un petit peu ce qui va être pratiqué de façon à ne pas faire de choses redondantes et à faire les bonnes choses au bon moment le plus tôt possible. Alors il y a une question que je me pose depuis le début, excusez-moi, après je vous laisse redévelopper, mais on évoque les biomarqueurs qui sont quand même une nouveauté depuis 15 ans. On pourrait être tenté de dire, si ces biomarqueurs sont des marqueurs assez spécifiques, pas quoi qu'à préciser, de l'éventuelle présence de la maladie, pourquoi ne pas envisager un dépistage large, voire général, à des âges donnés? Je crois que certains pays s'y engagent. Votre avis là-dessus? Alors effectivement, les biomarqueurs, c'est une étape clé. D'abord, c'est ceux qui ont permis d'arriver, on en est aujourd'hui avec la vision de ces traitements qui arrivent. Parce qu'on a su qu'il fallait traiter tôt, et on a su qu'il fallait traiter les bons patients qui ont les biomarqueurs, donc qui ont la pathologie. On avait commencé par traiter avec des anticorps assez spécifiques des patients qui n'avaient pas l'Alzheimer, parce que il y a des maladies qui ressemblent. Donc une fois qu'on a eu ces deux points-là, et qu'on a eu les bons anticorps, enfin ceux qui marchent fonctionnent le mieux, on a eu des effets positifs. D'accord. Et on a des résultats. Alors, ces biomarqueurs, effectivement, donc, le professeur Murgy l'a dit, on a la scintigraphie, mais c'est quelque chose de très lourd, très coûteux, très complexe. D'accord. J'ai ça. En plus, ça ne voit que l'amyloïde, pour l'instant, en tout cas. Il y a le taux, mais c'est pas disponible en France. Et après, il y a les ponctions lombaires, qui sont effectivement un traitement un peu invasif. Pas dramatique, mais un peu invasif, et surtout qui immobilise un lit pendant une après-midi pratiquement. Donc, bien entendu. C'est pas simple. Si on peut faire une prise de sang, c'est mieux. Et on y est à la prise de sang. Alors, on n'y est pas encore de façon complètement. Et c'est réaliste, ça existe. Ça pourrait changer la règle du jeu, la prise de sang. La question qui se pose après, c'est où est-ce qu'on a fait, à quel moment, est-ce que c'est au niveau des généralistes, grand public, tout à fait, ou pas. La position actuelle, je crois, qui me paraît raisonnable, et que c'est pas que vous partagez, c'est que je la partage effectivement. C'est que un test diagnostic biologique, il a la validité qui est liée au public à laquelle il s'adresse. D'accord. Auquel il s'adresse. Si on s'adresse à un public où la maladie est très peu présente, vous allez aucun test n'est parfait. Il y a toujours un nombre de faux positifs et de faux négatifs. Complètement. Si vous adressez à un large public dont une grande majorité n'a pas la pathologie, vous allez complètement diluer l'efficacité de l'effet. Ah oui. Parce que vous allez augmenter considérablement le nombre de faux positifs. Eh oui, bien sûr. Vous avez raison. Donc c'est un problème de coût-efficacité évident, mais surtout d'efficacité quelque part. Efficacité, vous perdez complètement la pertinence du test. Bien sûr. La valeur, ce qu'on appelle la valeur prédictive positive, s'approche de zéro. C'est intéressant, c'est un point de vue d'épidémiologiste quelque part, dans le rapport entre la probabilité et la réalité de retrouver le risque, si je comprends bien. D'autant plus que ces tests sont des choses quand même complexes, avec des laboratoires très spécialisés, et il y aurait un engorgement. Donc, toutes ces raisons conduisent à dire qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de la science et de ce qu'on sait faire, c'est raisonnable de dire le médecin généraliste cible le truc, voit qu'il y a un problème qui est probablement neurodégénératif, fait les examens qui convient et passe la main pour le diagnostic de précision, le diagnostic éthiopathologique qui va être dans les mains de... Rémi, peut-être 2 mots, si vous êtes d'accord, sur l'innovation numérique qu'évoquait Julien, sur laquelle je suppose que vous travaillez au titre de bien d'autres pistes. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, selon vous? Est-ce que l'IA, par exemple, a un rôle clé à jouer en la matière? J'ai l'impression que l'IA est un peu en amont. L'IA va travailler sur des grandes bases de données et puis effectivement peut-être mouiller tout ça dans le shaker et puis sortir, voir ce qui sort comme pertinent. Bien sûr qu'on travaille là-dessus. On travaille aussi bien sûr les biomarqueurs sanguins.
On a participé à financer des études sur l'effet de l'insuffisance rénale sur les marqueurs sanguins, ce qui est une question importante. Et puis, il y a aussi quelque chose qui manque aujourd'hui, sur lequel on va travailler, enfin la communauté va continuer à travailler, c'est les facteurs un peu prédictifs. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à faire le diagnostic, mais on n'a pas vraiment de marqueurs qui annoncent l'évolutivité de la maladie. Ça, c'est très important. Ah ouais. Et un autre aspect, c'est qu'il y a des pathologies associées, synéclinopathie, la maladie à Coeur-de-Lévi. Là, on a financé aussi une recherche sur ce truc, sur ce sujet, avec le RT-quick-synucléine. Donc, il y a beaucoup de champs qui restent à ouvrir. C'est donc le diagnostic différentiel à l'intérieur de ces pathologies neurodégénératives, avec des marqueurs pour des pathologies qui sont on n'a pas encore de marqueurs. Il y a l'évolutivité, la prédictivité, si possible, de l'évolution. Et puis, voilà, il n'y a rien. C'est super, mais excusez-moi, c'est un peu punchy, mais on a décidé de faire des tables rondes assez ramassées, condensées, cadencées. Marion, quelque part un peu la même question qu'Arémi, puisque la Fondation Vaincre Alzheimer que vous représentez, dont vous êtes la directrice médicale, c'est ça, scientifique, pardon. Ouais. Vous travaillez aussi sur les pistes de recherche sur le dépistage précoce. Quelles sont les positions que vous portez en ce sens? Est-ce que globalement cette démarche est vraiment acceptée, soutenue? Est-ce que le fait que ce soit une priorité est bien identifié par tout le monde? Oui, complètement. Donc c'est vrai que de toute manière, de manière très générale, la recherche sur la maladie d'Alzheimer se fait vraiment dans tous les domaines et tous les chercheurs travaillent activement dans ces domaines-là. Et le domaine du diagnostic est aussi un domaine très étudié. C'est vrai qu'à la Fondation Vaincre Alzheimer, du coup, on va aussi financer beaucoup de projets qui sont très novateurs. Par exemple, ce qui est très intéressant actuellement, c'est qu'on va essayer de chercher à diagnostiquer la maladie dans d'autres organes, on va dire. Donc, par exemple, les yeux. Oui. On s'aperçoit qu'en fait, il y a vraiment une connexion entre les yeux et potentiellement ce qui peut se passer dans notre cerveau. C'est un peu une fenêtre ouverte dans notre cerveau. Alors là, c'est vraiment à l'état de la recherche pure. Donc, c'est vrai qu'on découvre un petit peu ce domaine-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, on parlait des biomarqueurs. Donc, on essaye de trouver des biomarqueurs dans différents types de fluides et notamment dans les larmes. Donc, c'est vrai que par exemple, on finance un projet porté par le docteur Cana à Tours qui vraiment essaye de détecter, alors vous imaginez en plus les quantités infimes que c'est, des biomarqueurs comme ça dans les larmes. Alors, bien évidemment, on ne sera pas sur un diagnostic comme avec un diagnostic fonction lombaire ou sanguin, mais ça a l'intérêt en fait d'apporter d'autres informations. Et ça permettrait de faire rentrer un nouvel acteur dans le diagnostic de premier niveau que serait l'ophtalmologiste, par exemple. Par exemple. Et dans cette même branche, en fait, on s'aperçoit que on peut aussi regarder. Alors, on a un gros projet aussi qu'on finance où c'est le professeur Payou à Toulouse qui va essayer de regarder s'il y a un lien entre la dilatation de la pupille et en fait, l'apparition, l'existence de la protéine Tau, donc anormale, dans une région spécifique du cerveau. Et dans une région où justement ça apparaît de manière très précocement. Donc en fait, en effet, on essaye vraiment de... C'est ça. On est toujours dans l'enjeu qu'on évoquait en introduction, c'est mieux comprendre finement la maladie en utilisant de nouveaux supports. Les larmes d'Alzheimer, c'est presque poétique quelque part si ça débouche, mais voilà. En tous les cas, c'est surtout peut-être la possibilité d'ajouter une flèche à l'arc du dépistage et pouvoir avoir d'autres entrées pour, encore une fois, ne plus diagnostiquer quand la maladie est déjà installée. Exactement. En fait, c'est à chaque fois essayer d'avoir d'autres pistes, d'autres moyens d'action pour essayer de diagnostiquer le plus tôt possible. Bien évidemment, je pense qu'on reste quand même dans cette optique de diagnostiquer à la fois sur des symptômes et à la fois sur des marqueurs, donc peu importe le type de biomarqueur, afin de respecter le fait que ça reste quand même une maladie et que si on doit traiter quelque chose, c'est sur la base de symptômes. Maintenant, c'est vrai que dans le futur, ça pourrait être très intéressant par l'IA par exemple ou en tout cas par une base de données qui peut être construite, de repérer peut-être des premiers signes que soit qu'on ne connaîtrait pas aujourd'hui, par exemple. Un petit peu des infections, par exemple. Alors, les infections, c'est autre chose. Alors, encore une fois, c'est vraiment, on est vraiment au stade de prémisse de la recherche où en effet les chercheurs sont en train de s'intéresser à l'impact par exemple, l'infection d'un virus comme par exemple l'herpès, le zona, etc., qui pourrait avoir potentiellement un lien ou en tout cas une
ça pourrait potentiellement être un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. Là, on est vraiment sur de l'hypothèse. Pour l'instant, les chercheurs sont en train justement d'explorer cette question-là. Donc, pourquoi pas, avec différents comme ça indices au cours de notre vie, avoir un espèce de score. Alors, on est vraiment dans le futur là. Hein. C'est clair. Une espèce de score qui permettrait, voilà, justement, de peut-être se dire, on a plus de risques potentiellement d'avoir la maladie, sachant bien évidemment qu'il ne faut pas oublier que la maladie d'Alzheimer, c'est en effet potentiellement une part de notre environnement, donc des facteurs de risque potentiellement, mais aussi il y a quand même des facteurs de risque qui ne sont non modifiables, comme la génétique, etc. Donc il ne faut pas oublier que même si on a une hygiène de vie irréprochable, on est aussi capable. Plus on comprend, plus on affine, plus on s'approche de l'origine de la maladie, plus on peut en déduire des recommandations de prévention primaire de tous les jours. On évoquait l'activité physique, la nutrition. Il y aura peut-être d'autres conseils à apporter aux patients demain. Et plus on pourrait peut-être reculer collectivement le risque d'émergence de la maladie, si je comprends bien. Oui, c'est vrai que la prévention primaire et secondaire, du coup, bien sûr, et secondaire, partie justement de ce diagnostic précoce. Donc, en tout cas, au plus tôt possible, la prévention primaire est essentielle. C'est important que le public, soit informé. C'est une de vos missions, hein, c'est pour ça que j'allais vous poser la question. Exactement. C'est vrai que cette année, par exemple, alors tous les ans, on sort ce qu'on appelle un rapport de la recherche où on montre tout l'état de la recherche sur un an, en fait, sur la maladie d'Alzheimer, potentiellement aussi sur d'autres maladies neurocognitives. Et sur cette année-là, on a fait justement un petit dossier sur la prévention, où on explique par exemple les 14 facteurs de risque, etc., la prévention secondaire, tout ça. Et l'objectif est vraiment d'informer le grand public sur les moyens d'action qu'il peut avoir potentiellement. Mais on met un petit warning quand même en disant que oui, la maladie d'Alzheimer, on peut essayer d'agir à l'échelle individuelle, mais il ne faut pas oublier que en fait, c'est aussi les pouvoirs publics qui derrière doivent aider à faire en sorte que les gens puissent agir. Notamment, par exemple, on commence à avoir des indices sur l'implication de la pollution, par exemple, de l'environnement comme un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. C'est important que tout le monde soit engagé à l'échelle vraiment nationale, finalement, voire internationale si possible, pour essayer d'agir sur ces facteurs. C'est une politique publique d'intérêt supérieur, comme la transition écologique, comme la problématique du vieillissement qui est liée forcément. Mais un bon exemple, par exemple, ça peut être le Nutri-Score, qui, à l'échelle, on va dire, beaucoup plus globale, permet à des gens, alors il a toutes ses limites, bien évidemment, mais permet à des gens de savoir si sur une même catégorie d'aliments, aller vers une catégorie qui est potentiellement un peu plus saine, avec ce Nutri-Score qui est facile à lire globalement. Complètement. Marion, merci beaucoup. Alors, on a évoqué le futur du futur. Revenons peut-être au présent, mais au présent du futur avec vous. Jérôme Bredeau, je vous l'ai dit, vous êtes docteur en neurosciences. Et vous êtes également le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Agenti Biotech, qui propose des nouvelles méthodes de diagnostic. Alors, nous dire tout simplement de quoi il s'agit. Alors, en fait, nous, on développe des tests sanguins pour répondre aux problématiques. Et peut-être avant que je vous explique ce qu'on développe, bien sûr, vous expliquer un petit peu ce qu'on a compris des essais cliniques et donc de la combinatoire avec les biomarqueurs. D'abord, ce qu'on voit, c'est qu'on ne va pas pouvoir traiter tous les patients avec un seul médicament. En fait, il y a une vraie spécificité de chaque individu. Bien sûr. Donc, comme on a fait pour le cancer il y a une vingtaine d'années, pour la maladie d'Alzheimer, si on veut vraiment être optimaux, il va falloir mettre en place cette médecine de précision. C'est ça. En fait, adapter le traitement en fonction des caractéristiques spécifiques de chacun des patients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qu'on voit, c'est que les biomarqueurs actuels ne permettent pas la pleine expansion de cette médecine de précision, tout simplement parce qu'en fait, ils sont finalement... Trop génériques ? Non, trop spécifiques. Trop spécifiques, pardon. Trop spécifiques. D'accord. En fait, ils regardent un seul élément dans le spectre de la maladie, qui est une maladie multifactorielle et avec une complexité très élevée. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il faut développer si on veut justement pour mettre en place cette médecine de précision? Pour moi, il y a 3 grands éléments à développer. C'est premièrement avoir, on va dire, des tests qui vont impliquer des biomarqueurs, qui peuvent être des biomarqueurs digitaux, qui peuvent être des biomarqueurs plasmatiques, qui peuvent être d'autres biomarqueurs, qui vont finalement déjà être en capacité de prédire avec une très haute valeur prédictive ceux qui vont vraiment développer les symptômes cliniques de maladie d'Alzheimer avancée. D'accord. Les outils actuels ne le permettent pas. Il faut une cartographie en disant il y a des plaques amyloïdes,
mais je ne peux pas présumer du devenir de l'individu. Bien sûr. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il va falloir des molécules et des combinatoires de biomarqueurs qui seront en capacité de stratifier chacun des individus qu'on aura identifiés comme, si on ne fait rien, va irrémédiablement développer une maladie d'Alzheimer clinique. Et ça, en fonction de cette cartographie, on va pouvoir ajuster le traitement. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des patients, on va pas forcément mettre le même cocktail ou la même approche. Et le troisième grand axe, c'est d'être en capacité de dire, une fois que j'ai identifié ces deux éléments, sous combien de temps il va avancer jusqu'à des stades très avancés de la maladie d'Alzheimer. Et le plus tôt on traite, le meilleur. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, ce que nous, on développe, on a développé un panel de biomarqueurs. On est en train de réaliser une étude clinique sur plus de 4000 participants pour un stade MCI, donc des patients avec un trouble cognitif léger pour lequel on ne peut pas dire si c'est une maladie d'Alzheimer ou autre chose, ceux qui vont développer les symptômes cognitifs de démence Alzheimer plus tard, ou des gens sans trouble cognitif qui vont développer des symptômes cliniques de démence Alzheimer. Et là, effectivement, l'idée, c'est d'avoir une valeur prédictive qui est de l'ordre de 85-90%. C'est ça. Donc, on stratifie, on personnalise, on précise, on personnalise, on stratifie, on prédit. Oui. C'est ça l'idée. Exactement. Voilà. Comment ça s'intègre dans l'arsenal de tous les outils qu'on évoquait? Alors, moi, ma vision, c'est que finalement, in fine, il y a différentes structures qui développent différents outils. Et au final, je pense qu'on va tous converger pour développer des outils qui vont finalement être associés les uns avec les autres. C'est ça, intégrer tout ça. Et donc finalement, pour le clinicien, l'idéal, ça sera à la fin d'avoir un espèce de test commun qui impliquera plusieurs biomarqueurs avec une interprétation qui sera le plus simple possible. Ça peut simplifier la file active aussi, parce que s'il y a plusieurs spécialistes qui doivent intervenir et se coordonner au même moment, on peut perdre du temps. Bien sûr. Complètement. Et typiquement, je pense que ce qui sera le plus simple à mettre en place, c'est effectivement des outils digitaux. Bien sûr. Qui permettent de faire finalement un état des lieux cognitif du patient avec une prise de sang qui va visualiser différentes voies biologiques en même temps pour poser un diagnostic de certitude, enfin, en tout cas le plus probable que le patient décline vers une démence de type Alzheimer. Donc on le voit de plus en plus, l'avenir, et ça se confirme, passe par la précision du diagnostic avec l'ensemble des outils qu'on a évoqués. Alors ce que je vous propose, c'est qu'il nous reste peut-être 2 minutes. Soit on a oublié quelque chose que vous vouliez nous dire l'un ou l'autre, soit vous souhaitez réagir à ce que vous avez entendu. C'est le micro ouvert. Non? Si. Oui, alors, avec plaisir. Peut-être parce que le terme d'espoir est toujours compliqué dans la maladie d'Alzheimer. On a connu plusieurs révolutions thérapeutiques au cours du siècle dernier et on est toujours marqué par la révolution cardiovasculaire. Bien sûr. Et même s'il peut être simpliste, on peut faire le parallèle entre les dyslipidémies, l'hypertension artérielle, qui sont des facteurs de risque de développer une maladie cardiovasculaire. On sait que tous les gens qui ne sont hypertendus vont pas forcément faire un AVC, un infarctus, mais qu'à l'échelle de la population, en traitant tout le monde, on permettra d'éviter à 15 personnes, 20 personnes sur 100 de faire une complication. C'est quand on évoquait de distribuer les statines quasiment en vente libre, il y a 25 ans, me semble-t-il. Exactement. Mais cela dit, le progrès de ces médicaments cardiovasculaires, une des explications majeures de l'augmentation de l'espérance de vie, a vraiment eu un impact très important en termes de santé publique. Donc là aussi, on peut avoir de l'espoir rêvé dans le futur, mais c'est peut-être pas tant de la science-fiction, parce qu'il y a à l'heure actuelle des essais cliniques qui sont des essais de prévention. Complètement. C'est-à-dire le seul point pour être traité est d'avoir un marqueur plasmatique élevé. On traite les gens. C'est des essais qui ont lieu sur des grandes durées de temps. Et on voit si on est capable non plus de traiter des patients qui ont des symptômes cliniques, mais d'éviter que des patients à risque biologique vont développer dans le futur des manifestations cliniques. Et ça, donc on est vraiment dans une médecine prédictive pour le coup, parce qu'on va gérer ça en population, quoi. Exactement, prédictive et préventive. Et préventive, bien sûr. Pour être impactant dans la population, c'est les traitements préventifs, on le sait. Complètement. Donc c'est toute une autre démarche. Ça exige aussi une profonde réforme de l'organisation des soins en aval, mais ça, on en parlera dans les autres tables rondes, si vous voulez bien. Merci. Oui, un mot Rémi. de prévention. Bien sûr. Ce qui est important aussi dans la publication, la publication de 27 d'il y a 2 ans, c'est la notion que c'est tout au long de la vie, ça commence dès l'enfance. D'accord. L'éducation, c'est capital. Eh oui. Le sommeil, et notamment le sommeil de l'enfant, c'est capital. Oui, c'est important que vous le disiez, effectivement. Il faut le protéger. Parce qu'on sait qu'un sommeil perturbé dès la petite enfance peut avoir un effet délétère sur la déclaration de la maladie, par exemple. Oui, et son meilleur allié, le meilleur ennemi de la prévention, ce sont les écrans. C'est ça, exactement. Plus l'activité physique, ça, c'est ce qu'on a développé aussi pendant l'introduction. Merci infiniment à tous les 4, c'était passionnant. Et on enchaîne sur la table ronde suivante dans une petite minute, justement sur la structuration des soins et le maillage territorial. Merci à tous les 4. Merci.
2 petites minutes de réglage pour le plateau avant de commencer d'entamer cette seconde table ronde dédiée au sujet de la structuration des soins. Quel maillage territorial dans la maladie d'Alzheimer? Alors, la nouvelle stratégie décennale des maladies neurodégénératives vient d'être publiée. L'occasion, évidemment, d'aborder, de rentrer dans le détail de cette organisation à plusieurs niveaux, qui se répartit entre, évidemment, les consultations des médecins généralistes, les centres experts, les centres M2R, les centres mémoire, les consultations dédiées, voilà, et puis, évidemment, toutes les structures qui contribuent, je dirais, dans la vie des patients, comme France Alzheimer, par exemple. Voilà ce que nous allons voir avec nos intervenants que je vous présente. Alors d'abord, mesdames, vous nous faites l'amitié d'être en plateau. Bonjour, professeur Claire Paquet. Vous êtes, que je me trompe pas, neurologue, chef du centre de neurologie cognitive et unité maladie à Corps-de-Lévis, à l'hôpital Lariboisière. Barbara DeVos, vous êtes responsable des affaires publiques, de la communication et des relations avec les associations de patients chez Eisai. Bonjour Barbara. Et donc en distanciel, le professeur David Vallon, neurologue au Centre Mémoire de Rouen et président de la Fédération des Centres Mémoire. Bonjour David. Bonjour. Voilà, nous entendez bien. Et Benoît Durand, directeur délégué de l'association France Alzheimer. Bonjour Benoît. Vous nous entendez? Bonjour. Voilà, tout est bien. Oui, très bien. Connecté. Super. On va commencer avec vous, Claire. Vous avez participé au précédent plan maladie neurodégénérative. Quelle analyse vous faites aujourd'hui sur la structuration de l'offre à la fois de diagnostic et de prise en charge et de soins de la maladie d'Alzheimer, aujourd'hui au moment où commence cette nouvelle stratégie décennale? Alors, je vais changer un petit peu d'ambiance par rapport aux nouvelles qu'on entend tous les jours. J'ai un point de vue plutôt positif sur la France et la position de la France dans le monde. On a eu l'occasion avec le professeur Joël Ancry, quand on pilotait le plan maladie neurodégénérative, de présenter au Brain Summit européen et on s'est rendu compte que la France était bien en avance sur tous les pays européens avec une structuration qui, je dirais en tout cas sur le papier, est presque parfaite. D'accord. Avec différents niveaux d'accès pour les patients, des consultations mémoire de proximité, des consultations mémoire territoriales et les CM2R dont parlera probablement le professeur Wallon. Et autour de ça, tout un réseau de recherche. On se réunit une fois par mois, tous les centres mémoire, pour discuter de la recherche, des essais thérapeutiques, de la structuration, par exemple, de l'offre d'IRM, l'offre de biomarqueurs. Donc on a vraiment une parfaite structuration et je dirais que nous sommes prêts pour un virage thérapeutique. C'est-à-dire que si demain nous avions des nouvelles molécules ou si on a des nouveaux traitements, on est prêt à les mettre en place puisqu'on le fait dans le cadre des essais thérapeutiques et on fait même par exemple des injections intratécales dans le cadre des essais thérapeutiques. Donc le collectif fonctionne, il est prêt à être en ordre de marche. Oui, on est en ordre de marche puisqu'on l'est déjà dans la recherche et dans les essais thérapeutiques. Alors maintenant, il y a un décalage entre ce qu'on voit sur la carte, l'offre de soins, 450 consultations mémoire, il y en a à peu près partout, et comment ces consultations mémoire sont pourvues en termes de personnel. Bien sûr. Là est toute la difficulté, mais on le sait, ça n'est pas que pour la maladie d'Alzheimer, hein, c'est un petit peu partout. On entend la crise des soignants, des recrutements partout en France. Donc effectivement, il y a certaines consultations mémoire qui sont moins fournies que d'autres. Pour la bonne et simple raison que certaines consultations mémoire, notamment celles qui sont le plus de proximité, ne sont pas dédiées que à la mémoire, mais sont souvent dans des services de gériatrie. Ce qui est moins le cas des centres mémoire de ressources et de recherche, où il y en a un par région, et qui sont le plus souvent, mais pas toujours, dans des services de neurologie, et le plus souvent dédiés aux maladies, et notamment aux maladies complexes. Bien sûr. Donc l'effort qu'on doit faire, et je pense le progrès qu'on doit faire, c'est peut-être soit diminuer un petit peu l'offre de soins théoriques pour améliorer l'offre de soins pratiques. C'est-à-dire que toutes les consultations mémoire soient suffisamment pourvues en personnel pour accueillir des patients dans un délai raisonnable, puisque le délai est le problème actuel sur le territoire. Moins de lieux de consultation, plus de ressources pour chaque lieu de consultation. Un tout petit peu moins. D'accord. Là, on a quand même à 450, c'est beaucoup, 451 sur tout le territoire. Bien sûr. Est-ce qu'on peut parler de certaines formes d'inéquité territoriale liées justement à la géographie des aires médicaux et des délais d'accès aux expertises? Alors ça, c'est un grand souci français, puisque nous sommes pour l'égalité. Bien sûr. Il y a toujours une inégalité territoriale. Évidemment. Il y a une inégalité territoriale d'expertise. C'est pas que certains sont plus compétents que d'autres, mais certains ont développé une expertise
dans certains domaines plus que d'autres. Donc oui, il y a une inégalité territoriale et ça va être difficile de lutter contre, c'est une réalité. Bien sûr. Donc le fait de diminuer ou de laisser comme ça ne changera rien à l'inégalité territoriale. Je pense qu'il faut l'accepter, faire avec, voir comment on peut répartir ou échanger les dossiers, mais on le fait déjà. Quand on a besoin de conseils entre nous, on se contacte. Bien sûr. Donc oui, c'est vraiment entre les CM2R et grâce à la Fédération des centres mémoire, c'est vraiment assez fluide, je pense. Quelque part, c'est peut-être à vous, en premier lieu, médecins spécialisés, de vous organiser pour encore parfaire ce collectif, si je comprends bien. Alors, c'est ce que font les centres mémoire, puisqu'on a une mission d'enseignement, donc on fait des réunions. Nous, par exemple, on fait un webinaire une fois par mois sur lequel il y a 350-500 inscrits sur le territoire, sur tout le territoire, et chaque centre mémoire a une activité d'enseignement, de formation. On reçoit des médecins seniors en stage pour qu'ils se forment sur la maladie d'Alzheimer, etc. Petite question qui a été évoquée dans la table ronde précédente sur le rôle du médecin traitant. Est-ce qu'il faut le cranter? Est-ce qu'il faut le monter en grade? Est-ce qu'il faut lui permettre, par exemple, de réaliser d'entrée de jeu certains examens, comme de l'imagerie ou peut-être demander une ponction lombaire? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que on sait très bien que c'est là où le bas blesse souvent, dans le cancer, dans les maladies rares. C'est l'errance diagnostique, elle commence en général, c'est le médecin traitant, à défaut de symptômes seulement spécifiques, etc., etc. Alors, la position du médecin traitant est très compliquée. Moi, je suis complètement pour les intégrer. Je pense que c'est le cas de toute la fédération des centres mémoire. Leur difficulté, c'est qu'ils ont effectivement toutes les maladies qui convergent vers eux, dont certaines qui sont en urgence vitale, plus je passerai la question de la gestion administrative du cabinet qui est de plus en plus lourde avec les réglementations, les cotations, etc. Donc oui, il faut absolument qu'ils soient impliqués dans la prise en charge. On a développé, Julien Duvangier l'a dit, un outil numérique, MemScreen, pour qu'ils puissent screener beaucoup plus facilement les patients et nous orienter plus facilement les patients. MemScreen n'est pas le seul outil, il y a d'autres outils qui sont développés. Chacun est libre d'utiliser l'outil qu'il souhaite et sur le territoire, il y a plusieurs centres mémoire qui en ont développé. Prescrire une ponction lombaire, pourquoi pas? Mais de toute façon, elle sera réalisée en milieu hospitalier. Et oui, bien sûr. Et l'imagerie, ils ont accès. Certains demandent scanner ou IRM, la majorité d'entre eux. Plus rarement des TEP. La question qui se pose pour l'avenir et l'avenir à court terme, c'est les biomarqueurs sanguins. Et oui. Voilà. C'est pour ça que pour rester raisonnable en termes de biomarqueurs sanguins, c'est-à-dire une prise de sang, c'est facile. Le risque, c'est qu'on la prescrive à tout le monde et qu'en fait, quand on la prescrit à tout le monde, en population générale, elle n'ait plus de valeur, exactement. Elle ne vaut rien. Ça a été montré scientifiquement, elle n'a pas de valeur. Complètement. Donc en fait, la démarche serait ils utilisent un outil numérique de leur choix, simple et facilement applicable pour eux en consultation. S'il y a des troubles, ils peuvent demander un test sanguin et orienter vers une consultation mémoire, un centre mémoire, etc. Je pense qu'in fine, on arrivera à ça. C'est pas pour demain. Bien sûr. Il y aura sûrement une étape où ils adresseront les patients vers les consultations mémoire et les centres mémoire pour les biomarqueurs sanguins, mais clairement, on voit qu'on va aller vers le biomarqueur sanguin en pratique de ville. Step by step, attendons peut-être que les effectifs de médecins généralistes et de médecins traitants se recomposent, si je puis dire, avec les effets du humorus clausus supprimés, etc., etc. Et préparons peut-être cette étape suivante. Alors, il y a encore l'étape d'après de l'autotest, de séances de screening. Les Américains ont imaginé des bus qui vont dans les endroits les plus reculés pour faire du screening et faire du diagnostic. Pourquoi pas? L'idée n'est pas de dépister et de proposer à tous les gens de plus de 45 ans d'être dépistés, mais l'idée c'est de faire des diagnostics précoces, éviter des situations d'urgence ou des situations de mise en danger des patients. Bien sûr. Et bien sûr, dans un avenir très proche, de pouvoir les traiter pour ralentir l'évolution. C'est ça. Il y a une problématique qu'on abordera peut-être dans un deuxième temps, si le temps nous le permet, c'est effectivement la problématique des expressions jeunes de la maladie d'Alzheimer et peut-être d'éventuellement les confusions, les amalgames avec d'autres maladies apparentées comme la maladie de Cordes-Lévy que vous traitez vous spécifiquement. On l'abordera peut-être après si vous êtes d'accord. Merci. David Vallon. Rebonjour David, est-ce que vous êtes avec nous? Je ne vois pas à l'écran. Oui, je suis bien là. Ah super, parce que je ne vois pas l'écran, mais c'est que vous êtes avec nous. Donc, on l'a dit, vous dirigez le centre mémoire ressources et recherches de Rouen. Peut-être nous expliquer tout simplement quel est le rôle de ces structures. Claire commençait à l'évoquer, mais si vous pouvez nous dire à quel point c'est vraiment un lieu absolument
stratégique pour, je dirais, la suite de la prise en charge des patients diagnostiqués? Alors, le principe des centres mémoire de ressources et de recherche, dans ce qui, par l'acronyme, se résume à CM2R, c'est de disposer de pôles d'excellence. C'est pas quelque chose qui est propre à la France. Vous comprendrez après pourquoi je dis ça. Il existe ce pôle d'excellence dans de nombreux pays, aux États-Unis, en Allemagne, etc. Je vais pas tous les lister, mais dans ces centres, l'objectif de cette pôle d'excellence, c'est d'avoir à disposition des moyens pour assurer de la consultation mémoire, donc le CM, des solutions de ressources, et donc pouvoir être en appui de consultation mémoire, de proximité ou territoriale qui nous réfèrent des patients sur des situations complexes. Et puis le dernier R de recherche, puisque ce sont les centres qui sont particulièrement chargés d'assurer des programmes de recherche, d'encadrer de la recherche et de la proposer à des patients. Et ces contextes-là sont obligatoires. Un centre mémoire de ressources et de recherche, il doit répondre à ces activités-là. En dehors de ça, dans la ressource également, il doit fournir, et le professeur Paquet l'a indiqué, une information et une formation des professionnels de santé impliqués dans les centres mémoire sur son territoire. Et donc, du coup, les CM2R se sont positionnés sur l'ensemble du territoire national. Il y en a 31 actuellement, et tout le territoire national, y compris outre-mer, émaillé grâce à ces CM2R. J'ai pas compris, excusez-moi, peut-être que vous l'avez dit, mais vous recevez des patients au final ou vous êtes vraiment l'expertise? Oui, on est d'accord. Non, tout à fait. La partie, le CM, le début de CM2R, la partie CM, est une consultation mémoire qui a un accès possible directement pour un médecin traitant qui peut nous adresser des patients. On n'a pas qu'un rôle de recours ou de ressources. C'est ça, des super centres mémoire, quoi, consultation mémoire. C'est un peu l'idée. Mais la grande différence avec les autres... Ça. Vous faites du tout en un, c'est-à-dire que vous faites du diagnostic, vous faites du soin et de la recherche, la contribution à la recherche pour que, qu'on justement, on avance dans la mise au point de traitements. C'est ça. Tout à fait. Mais il y a une grande différence par rapport aux centres d'excellence qui sont situés dans les pays étrangers, c'est que le réseau est ensuite maillé pour rendre accessible cette excellence, cette expertise à l'ensemble du territoire. Et c'est ça le principe du maillage territorial fait par les centres mémoire, et là je dis au sens large, c'est que les CM2R diffusent dans un sens vers les centres mémoire de territoire et de proximité, et dans l'autre sens, ces centres peuvent référer des dossiers complexes et des patients pour la recherche, de telle sorte que où qu'on soit en France, on a en théorie, mis à part la distance qui sépare le domicile du patient et le CM2R, l'accès possible à l'excellence. C'est ça, c'est une particularité qui est extrêmement utile pour le territoire. C'est très intéressant. Est-ce que très concrètement, je suis un médecin généraliste lambda, je m'interroge sur le cas d'un patient, est-ce que je peux vous solliciter, voire avoir une telle expertise avec quelqu'un de chez vous ou pas? Alors, oui, d'abord, nous solliciter, tout à fait, c'est possible. Là, il y a deux choses. Soit on s'aperçoit que ça justifie au départ d'une première approche de proximité, et donc on va rester justement dans l'intérêt du patient avec une approche de proximité, et donc référer vers un centre mémoire de territoire de proximité. Soit on pense qu'effectivement, ça relève, par exemple, la question des malades très jeunes, avec un début de maladie neurodégénérative avant 65 ans. Là, logiquement, ça rentre d'emblée dans les missions d'un CM2R. Et puis, la télexpertise, c'est une question un petit peu particulière parce que très concrètement, il est délicat dans la plupart des maladies neurocognitives de se limiter à de la télexpertise et donc de pouvoir appliquer un diagnostic comme ça à distance. En revanche, ce qui arrive très fréquemment, c'est qu'on soit sollicité par des médecins généralistes ou par des centres mémoire pour apporter une expertise sur un dossier qui a déjà été relativement bien analysé, mais il manque des éléments de compréhension et donc on va guider les collègues, les professionnels pour dire faites ça en plus, parce que je pense que les hypothèses sont celle-là et celle-là et celle-là. Et ça va les aider dans leur pratique. Ouais. David, du haut de votre citadelle, excusez-moi pour l'image, c'est juste pour rigoler. Comment vous regardez ce qui se passe en bas du côté des médecins traitants, des soignants de proximité? Il y a un mot qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui à mon avis est évocable maintenant dans toutes les situations de parcours de soins, qui est l'infirmière de pratique avancée, par exemple. Est-ce que vous trouvez qu'ils ont les moyens, peut-être, de gagner du temps, justement, sur cette phase décisive du pré-diagnostic et du début d'orientation le plus efficient possible vers vos structures?
Alors très clairement, oui, il y a encore du travail à faire de tout le monde, de toutes parts, pour arriver à encore plus fluidifier le parcours. C'est un travail qui a déjà été initié dans de grands nombres de maladies, et donc les maladies neurocognitives n'échappent pas à cette règle. Et donc il s'agit pas d'avoir une vision très top-down, mais au contraire de partenariat. Et très clairement, c'est ce à quoi travaille la Fédération des centres mémoire. Les récentes recommandations du diagnostic, elles ont été coécrites et co-relues par les médecins généralistes, et notamment par le CMG, donc qui est un des organes général, tout à fait, qui est la société savante de la spécialité. Les IPA dans tout ça? Et donc les IPA sont des partenaires de soins. Ils ne sont pas les premiers à apparaître en fait. Donc il y a les infirmières, puisque les infirmières azalées existaient déjà au préalable et elles remplissaient un rôle de repérage et d'identification. Les infirmières de pratique avancée vont s'associer. Ce que l'on aimerait encore plus, c'est d'avoir des IPA qui peuvent même prendre la suite sur le suivi du parcours de santé des patients. Et donc, dans l'idéal, on sait que c'est un vœu un peu pieux pour l'instant, mais dans l'idéal, d'avoir des IPA spécialisés en maladies neurodégénératives, au même titre qu'il existe des IPA cancer et d'autres pathologies. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais très clairement, ça serait des réponses à des attentes des patients. Exactement. Autre question qui va nous permettre ensuite d'enchaîner avec Benoît Durand. Il y a une chose effectivement est d'être en connexion avec les soignants de proximité, mais on sait bien que la prise en charge d'Alzheimer et des maladies apparentées, c'est quelque chose qui est sociétal, qui va bien au-delà simplement du seul domaine médical. Il y a tous les acteurs du médico-social qui doivent être impliqués. Est-ce que vous avez des contacts? Est-ce que vous avez des expertises, des compétences à diffuser auprès de l'ensemble de ces acteurs, et également, bien entendu, celui des aidants familiaux qui sont absolument clés dans la prise en charge? Alors, il y a des messages clés à passer, c'est-à-dire de comprendre que la vision de la maladie d'Alzheimer, elle a complètement changé. Elle a changé parce que, y compris même au sein des praticiens experts, avec des critères qui ont été successivement révisés. Et la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie chronique qui clairement s'étale sur une dizaine d'années. Et donc qui passe à travers différents stades, et il est absolument regrettable de limiter la maladie d'Alzheimer à une condition avec une forte perte d'autonomie, avec un accompagnement nécessaire. Donc c'est une pathologie chronique et qui fait intervenir tout un tas d'acteurs tout au long du parcours de la vie du patient. Pour l'instant, et c'est pas nouveau, et c'est pas aujourd'hui qu'on va pouvoir dire le contraire, on ne guérit pas la maladie. On a un certain nombre de stratégies qui vont probablement essayer de permettre de diminuer, de ralentir l'évolution, mais on vivra avec. Et donc, vivre avec un handicap, c'est tous les parcours qui ont déjà été initiés dans le handicap, eh bien, il faut l'appliquer à la maladie d'Alzheimer. Et donc, une réflexion sur l'identification, je ne parle pas de dépistage, mais de diagnostic précoce, une réflexion sur l'accompagnement symptomatologique, une réflexion sociétale sur les moyens d'inclure des patients avec des handicaps cognitifs, qui est particulièrement invisible, une réflexion sur le stigma et la stigmatisation des patients, parce que comme ce qui existait dans le cancer il y a 25-30 ans, eh bien, on doit passer par les mêmes acteurs. Et donc, du coup, il va falloir continuer à travailler avec tous nos interlocuteurs du monde politique, des pouvoirs exécutifs et associatifs, qui nous permet d'enchaîner assez naturellement avec vous, Benoît. Benoît Durand, vous devez boire du petit lait en entendant David, bien entendu, sur la nécessité d'une approche globale sociétale. C'est la raison d'être de France Alzheimer. L'offre de soins aujourd'hui, comment vous la jugez, vue par une association de patients emblématique aujourd'hui? Bonjour déjà, et en fait oui, je bois du petit lait, mais d'autant plus que on a enfin réussi avec David à concrétiser une convention donc avec la Fédération française des centres mémoire, et donc du coup ça c'est très important. L'offre de soins, effectivement vous avez parlé des inégalités territoriales, malheureusement c'est un fait concret, les inégalités territoriales. Encore une fois, je m'excuse de ne pas pouvoir être sur le plateau parce que je suis en réunion régionale dans les Pays de Loire. Et du coup, c'est très intéressant quand même les remontées de terrain. Et quand on voit en fait dans différents départements ce qui peut se passer, c'est vrai que concrètement, il y a des inégalités de terrain, des inégalités territoriales. Et du coup, j'ai oublié votre question, pardon. Non, c'est sur l'offre de soins. Justement, qu'est-ce qu'il faut améliorer sur l'offre des soins? Est-ce que vous estimez, parce que Claire disait qu'on a quand même un très très bon maillage a priori, mais encore faut-il qu'il soit efficace? C'est un peu le problème, parce que du coup, oui, j'ai écouté professeur Paquet.
qu'on connaît bien et qui on a travaillé aussi également. Et en fait, elle a quand même parlé qu'il faut faut diminuer l'offre de soins théoriques pour améliorer en fait plus de pratiques. Mais c'est un peu ça. Là aussi, les inégalités, c'est sur le délai aussi de prise de rendez-vous, sur le délai de diagnostic. Trop souvent, et là vous avez parlé des médecins généralistes, mais dans la stratégie maladie neurodégénérative telle qu'elle a été évoquée, pour l'instant elle a été évoquée, elle a été annoncée. On attend encore concrètement là aussi un vrai comité de pilotage avec des choses concrètes et avec du financement concret sur chaque action. Mais il a quand même été évoqué justement la formation dans les études de médecine des médecins généralistes. Le professeur Vallon en a parlé aussi. Mais du coup, le bas blesse des fois aussi à ce niveau-là, c'est que le diagnostic tarde à venir, et quand on arrive en fait au bout à orienter la personne soit vers un gériatre, soit vers un neurologue, là aussi il y a des prises de rendez-vous qui sont inégaux d'un territoire à l'autre, et du coup en fait par rapport à la pathologie Alzheimer ou une maladie apparentée, en fait plus les délais sont longs, plus ça peut avoir des incidences. Et nous typiquement en fait chez France Alzheimer, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a une vie après le diagnostic. C'est qu'en fait, on va accompagner, nous, au quotidien, la personne après le diagnostic ou en pré-diagnostic pour lui offrir, en fait, ou en tout cas lui faire bénéficier d'abord une meilleure compréhension de la maladie à travers la formation, des formations des aidants, mais pour les personnes malades aussi des ateliers de mobilisation cognitive. En fait, de la pratique de sport adapté, plein de choses. Et en fait, on parle aussi, puisqu'à chaque fois c'est lié et excessivement étroit, sur la santé de l'aidant. C'est très important. Exactement. Ouais. Et justement, alors parce qu'il y a eu quelques efforts sur les aidants ces derniers temps, notamment dans la possibilité d'avoir un congé, avoir un début d'indemnisation chez J'ai bien compris. Et en même temps, on sait que c'est bien gentil d'avoir un congé ou un petit peu de moyens. Il faut aussi avoir de la disponibilité pour pouvoir s'extraire sa position d'aidant. C'est la fameuse question du répit qui était au cœur du plan Alzheimer de Nicolas Sarkozy, me semble-t-il. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment pris en compte par les pouvoirs publics, par la société? Alors c'est une très bonne question. Alors du coup, là aussi, le professeur Paquet est bien au courant du sujet. Il manque. Alors c'est très souvent ce qui se passe en France, c'est qu'en fait on fait des grandes annonces et en fait on donne des droits à des personnes. Mais très souvent les droits sont méconnus parce qu'en fait on ne communique pas assez en fait vis-à-vis de ces possibilités que peut avoir en fait donc du coup des aidants. Je vais voir plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Les aidants, aujourd'hui, on sait ce que c'est, on en parle de plus en plus, et c'était pas vrai il y a 10 ans. Donc, c'est quand même une avancée. Sauf que ce que vous mettez en place sur les droits à des aidants en activité professionnelle, la plupart du temps, il n'y a pas de communication grand public, il n'y a pas de communication vraiment vis-à-vis des entreprises, mais pas que pour les grosses entreprises qui sont capables de mettre en place aussi des dispositifs et de communiquer vis-à-vis, en fait, de leurs salariés aidants. Mais ça va beaucoup plus loin. Et donc, du coup, c'est long. C'est qu'en fait, vous avez un début de chose qui est plutôt pas mal, mais du coup, en fait, il faut amplifier la chose. Il faut informer, il faut communiquer. Et là, du coup, à chaque fois, il y a quand même des trous dans la raquette par rapport à ça. Alors, est-ce que il y a 15 ans, avec le plan sous Sarkozy, c'était une dynamique politique incontestable à l'époque, s'étaient mises en place des structures de répit qui permettaient aux aidants, avec l'accord du malade, de pouvoir souffler un peu, prendre une soirée, une journée, voire un peu plus, en permettant que ces personnes malades soient prises en charge par des équipes spécialisées. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ça existe encore? Ça fonctionne ou pas? Oui, ça fonctionne, mais alors la spécificité du plan Sarkozy, c'était que ces fameuses plateformes de répit ou les accueils de jour étaient spécifiques pour les personnes d'Alzheimer ou maladies apparentées, et que du coup maintenant aujourd'hui c'est quand même ouvert à toute personne en perte d'autonomie. Alors ok, c'est très bien, on a élargi la chose, sauf que les personnes en fait qui vont accompagner sont pas forcément formées ou spécialisées dans l'accompagnement adéquat. Et encore une fois, là aussi il y a des inégalités territoriales. En fait, on n'arrive pas trop à comprendre des endroits où en fait il y a des besoins énormes et il n'y a pas assez de structures pour les accueillir, et des endroits où en fait il y a presque trop de structures par rapport en fait aux besoins. C'est ça, d'accord. Donc ce maillage territorial, faut aussi qu'il soit un peu plus pensé, équilibré, bien réparti et surtout efficace à chaque endroit où il se situe, si je comprends bien. Benoît, merci infiniment. Barbara,
On a évoqué, il y a une multiplicité d'acteurs qui sont amenés à intervenir dans le champ de la maladie d'Alzheimer et apparentés. Et les industriels, les laboratoires pharmaceutiques qui sont sur ces thérapies aussi. Alors justement, comment votre entreprise, elle s'engage, je dirais, dans le collectif de la prise en charge de la maladie d'Alzheimer? Merci. Sur cette question très particulière, donc du parcours et du maillage, nous, notre rôle, il est double. Dans un premier temps, ça va vraiment être un rôle d'écoute et de compréhension de tous ces acteurs du terrain, des patients, des familles, des associatifs, des professionnels de santé. Parce que en tant que porteur d'innovation, en fait, on peut vraiment agir et être efficace que si on a une bonne connaissance et une bonne écoute des contraintes et de ce que vivent ces gens-là. Voilà, bien sûr, très exactement. Complètement. Et en fait, chez Eisai, c'est même devenu la philosophie de l'entreprise, alors qu'on appelle en interne HHC, qui est inscrite dans nos statuts au Japon et qui fait que chaque collaborateur du groupe partout dans le monde consacre à minima 2 jours de son temps de travail annuel à cette écoute des patients et de leurs aidants. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites en évoquant le laboratoire japonais. La culture japonaise autour du vieillissement, elle est radicalement différente de ce qui se passe dans les pays occidentaux. Il y a une attention, je dirais, séculaire qui est portée à ça. Et donc ça se traduit aussi dans ce champ de la santé par rapport à ces maladies qu'on associe par la force des choses au vieillissement, même si le vieillissement n'en est pas la cause. Qu'est-ce que justement vous portez comme valeur à travers cette, je dirais, origine japonaise du laboratoire? Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a des choses très intéressantes qui se passent au Japon à ce niveau-là. Et par exemple, pas plus tard que l'année dernière, a été adoptée une loi fondamentale sur les maladies neuroévolutives et l'inclusion dans la société. D'accord. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est une loi. C'est pas une stratégie, c'est pas un plan, c'est une loi. Donc avec des mesures qui cela oblige contre sanction éventuellement. Mais alors, ça veut dire quoi, la prise en charge concrètement? Un exemple ou deux, par exemple? Alors, déjà, ça oblige aussi bien le gouvernement national que les municipalités. D'accord. Et là, on en revient sur notre question de maillage. C'est très intéressant parce que ça prend en compte les besoins des populations au plus près du terrain, au plus près de là où ça se passe. Donc ça, c'est hyper important. Et des mesures, il y en a d'ordre extrêmement divers. Ça va être par exemple faciliter le maintien en emploi des personnes qui sont malades et qui ont moins de 65 ans. Ça va être faciliter l'insertion sociale et l'autonomie des malades à des stades débutants. Ça va être faire des campagnes pour changer de regard sur la maladie d'Alzheimer. Et tout ça, c'est très important parce que je pense que c'est le bon niveau d'ambition de placer ça vraiment au niveau de la loi et d'en faire quelque chose, un plan d'ensemble. Et deux, cette question de changer de regard, elle est centrale. Bien sûr. Parce qu'on a tous l'image de la maladie d'Alzheimer à son stade très avancé, de déclin cognitif et fonctionnel sévère. Or, la maladie d'Alzheimer, comme l'évoquait David, c'est 10-15 ans au minimum, c'est une maladie qui est devenue longue, qui est devenue presque chronique. Et les débuts de la maladie d'Alzheimer, ce sont des moments où la personne vivant avec cette maladie a encore la possibilité d'une autonomie, a encore la possibilité de vivre de belles choses. Si on la stigmatise, on risque d'accélérer le déclin, clairement, non ? Et elle est stigmatisée. Elle est stigmatisée. Elle est stigmatisée. Exactement. Et c'est justement, c'est respecter sa dignité que de lui reconnaître l'autonomie qu'elle est en capacité d'avoir. Voilà, encore une inspiration du Japon. C'est ce qu'on essaye très difficilement de faire avec la loi handicap, pour intégrer les personnes. Là, quelque part, vous l'avez dit, le mot handicap a été prononcé à la table ronde suivante. Donc, il y a aussi cette dimension qu'il faut prendre en charge et qu'on va sans doute développer à l'occasion de la 3e table ronde qui va être un peu plus sociétale. Merci à tous les 4. En tous les cas, c'était passionnant. Et puis, à tout de suite pour la 3e table ronde sur quelles conséquences pour le bien vieillir. Merci. Plateau pour cette 3e table ronde où on va élargir un petit peu la problématique au champ, je dirais, à la fois politique mais aussi sociale et sociétale.
Quelles conséquences pour le bien vieillir et notamment la question particulière de la prise en charge de ces maladies dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. Je vous présente nos intervenants. Donc, le docteur Monique Gérin, vous êtes directrice médicale et référent gériatrique chez Colisée France, qui est un des premiers groupes de maisons de retraite et d'EHPAD en France. Pardon. Jean-François Rousset, bonjour, vous êtes député de l'Aveyron, coprésident du groupe d'études Alzheimer et maladies neurodégénératives. Jean-François, bonjour, vous nous entendez bien? Et bonjour, par ailleurs. Très bien, merci. Tout à fait. Et Christine Tabuenka, en direct de Berlin, directrice de la fondation Médéric Alzheimer. Bonjour Christine. Bonjour. Super. En direct de Berlin parce que on visite les colocations Alzheimer, non pas en vacances. Oui, non, j'imagine que c'est pour travailler, bien entendu. Jean-François Rousset, comme je l'ai dit, vous êtes coprésident du groupe d'études Alzheimer et maladies apparentées. Quelle analyse faites-vous, à la fois en tant que médecin, bien entendu, mais aussi en tant comme politique, sur la mobilisation actuelle contre ces maladies? Alors la mobilisation est tout à fait justifiée. Moi, je fais partie de la génération de ceux qui sont passés du confrontement direct à ce qu'on appelait autrefois les démences séniles, à ces maladies maintenant qui sont bien connues, dont la maladie d'Alzheimer. Voilà. Je pense que c'est un sujet qui impacte toute la société et c'est la société elle-même qui doit s'adapter à cette prise en charge. Elle passera sans doute par une évaluation précoce dès les premiers signes qui permettent malheureusement de savoir vers où on se dirige quand on est en compagnie de quelqu'un. Et à ce moment-là, il faudra organiser un parcours de soins, je pense que c'est le bon terme, pour à la fois maintenir le plus longtemps possible ces gens dans des conditions de vie normales et les plus agréables pour eux, pour leur environnement, et puis dans un deuxième temps de préparer une solution pour les hospitaliser, enfin organiser un séjour dans les EHPAD que nous connaissons. Alors, pour le maintien à domicile, il faut savoir que c'est un sujet très très difficile parce que ça demande beaucoup d'abnégation de la part des aidants familiaux. Pour certains se mettent en danger parce qu'ils en font trop, ils s'épuisent et les conséquences peuvent être graves pour eux, mais aussi pour la personne qui est leur conjoint la plupart du temps, mais aussi pour tous les intervenants à domicile. Parce qu'ils sont souvent, ils sont de mieux en mieux préparés, mais aussi ça demande une charge de travail très importante. Voilà. Et moi je crois qu'il faut faire une transition avec le meilleur accompagnement à domicile, mais aussi le futur séjour dans une structure. Et cette transition, elle doit se faire par des structures d'accueil, de répit. On peut leur donner plusieurs noms qui seraient une demi-journée, quelques demi-journées, quelques heures par semaine, qui permettraient donc aux accompagnants d'avoir un moment de répit pour profiter de leur vie personnelle, de leurs envies, mais aussi de leur réalité administrative, etc. Mais aussi à ces gens qui progressivement s'enfoncent dans la maladie pour prendre un premier contact avec une structure qu'ils pourraient découvrir progressivement avant de rentrer brutalement dans ces structures. Et puis, dans les EHPAD, beaucoup de travail maintenant est fait et le sujet est bien cerné, mais je pense que ça passera aussi par une évolution, par la formation des soignants, parce que cette formation doit leur permettre de répondre à des questions pratiques, aussi à des structures qui accueillent au mieux ces gens qui peuvent et doivent déambuler à la fois à l'extérieur, à l'intérieur. Mais c'est bien connu, quand on n'est pas au fait de la situation, on voit des gens circuler en rond. Il vaut mieux qu'ils circulent en rond plutôt qu'en rectangle, qui soient confrontés à une porte ou à un obstacle, parce que c'est là qu'on a des drames, des compensations, etc. Donc c'est tout un environnement, et il va falloir trouver des moyens aussi, parce que ça va coûter de l'argent, pour à la fois prendre ces gens en charge chez eux, de façon intermédiaire, avant de préparer l'accueil en EHPAD. Tout à voilà fait. Ce que je peux dire assez rapidement. C'est ce que vous évoquez en toile de fond, ça révèle un petit peu une forme d'impéritie, si je peux me permettre, des pouvoirs publics, avec cette fameuse loi grand âge qu'on attend depuis des années. Il y a eu le projet de loi Bien vieillir l'an dernier, mais qui n'a fait, je dirais, que esquisser la problématique. Or, je dirais que le compteur tourne aujourd'hui. Quand on voit le basculement, le vieillissement démographique, cette transition démographique qui s'accélère avec la baisse de la natalité et une population active qui sera réduite par essence en 2035, vous sonnez l'alerte forcément, vous, en tant que politique et médecin.
Oui, et puis notre groupe est là pour ça. C'est-à-dire que c'est un groupe qui représente une soixantaine de 80 membres qui représentent tous les bancs de l'Assemblée, et nous avons sollicité et nous allons avoir prochainement un rendez-vous avec Charlotte Parmentier-Lecoq, qui est la ministre responsable de ces sujets, parce que justement on voudrait avoir des réponses aux questions posées, puisqu'effectivement le plan Bien Vieillir, le plan Grand Âge a du mal à se mettre en route, mais il y a quand même des avancées, il y a des financements qui ont été décidés, il y a des propositions qui permettent aussi d'avancer sur la formation des aidants à domicile et la formation des aidants en EHPAD. Mais effectivement, on a sollicité ce rendez-vous et je crois qu'il est prévu dans la semaine prochaine ou dans une dizaine de jours. Voilà. Au menu impératif de tous les candidats présidentiels de 2027, on ne peut plus repousser ad vitam aeternam ce sujet. Je pense que ça fait partie des sujets très importants dans le cadre de la prise en charge du bien vieillir, puisque ces maladies neurodégénératives font partie de ce plan. Mais je pense aussi à un sujet que nous étudions dans le cadre de la Commission des affaires sociales et dans d'autres réunions, c'est celui de la prévention en général. La prévention de toutes les pathologies pour éviter que les gens se découvrent dans une pathologie, une ALD, etc. Mais la prévention au sens large doit faire partie aussi de ce qui doit être financé et réfléchi dans le cadre d'actions nationales. Voilà. Je pense et pas que dans le champ de la santé, hein, puisqu'on sait que la prévention doit être une politique publique transsectorielle, transministérielle. Il en va de la prévention des accidents au travail, du bien manger pour mieux vivre, etc. C'est un virage que l'on doit prendre. On doit s'occuper des gens âgés, on doit s'occuper de toutes les catégories de notre population, mais il faut des grands plans pour le grand âge, des grands plans pour la prévention, des grands plans pour les cancers, etc. Voilà. Donc moi, je suis très attaché à cette vision globalement de la prise en charge des patients et des gens qui ont des maladies neurodégénératives en particulier. Un dernier sans oublier peut-être. Ouais, rapidement. Ouais. Si vous êtes d'accord, la grande cause cette année, c'était la santé mentale, avec notamment la nécessité évoquée par tout le monde de déstigmatiser le sujet de la santé mentale. Quelque part, on l'a évoqué à la précédente table ronde, c'est le cas aussi pour, je dirais, la maladie d'Alzheimer et les entourages, parce que c'est quelque chose qui isole, et l'isolement accroît le déclin. Vous avez tout à fait raison. Il faut banaliser, au sens noble du verbe banaliser, les discussions sur ces sujets. Il n'est pas question d'enfermer les gens malades et leurs accompagnants dans une structure qui les couperait du monde, puisqu'effectivement, c'est ce qui va aggraver la situation, à la fois du malade et des aidants. Donc, il faut parler de ces situations, et la difficulté, c'est la consultation d'annonce. En fait, c'est un petit peu quand un médecin ou quand une infirmière ou quand un soignant dépiste les premiers signes de ces maladies dont on sait comment elles vont évoluer. Je pense qu'il faut être très, très humain, d'avoir beaucoup de sens de la pédagogie pour progressivement mettre des mots sur une maladie et pour dire aux gens voilà comment ça pourrait se passer, mais personne ne sait si c'est demain ou après-demain. Tout ça pour essayer de créer un climat de confiance, mais aussi installer les gens dans la durée, parce qu'on sait que c'est une annonce qui va durer, malheureusement, qui va être suivie de semaines et de mois d'évolution, puisque la maladie d'Alzheimer entraîne des décès précoces, mais après une évolution assez longue. Super. Merci Jean-François. On se retournera vers vous en fin de tour de parole. Monique, bonjour. Je l'ai dit, vous êtes directrice médicale du groupe Colisée, qui est, je crois, le 4e groupe français de maisons de retraite et d'EHPAD. Alors, effectivement, pour reprendre ce que disait Jean-François, ne pas enfermer le malade dans des lieux clos, avec ses entourages et le couper de la société, je suppose que c'est un de vos défis, un de vos enjeux, une de vos valeurs fortes chez Colisée. Alors, comment vous organisez, vous, aujourd'hui, et quelles difficultés, forcément, vous devez affronter? Oui, alors, la spécificité des EHPAD, c'est que nous accueillons les patients porteurs de maladies d'Alzheimer ou de maladies apparentées à des stades qui sont déjà très évolués. On parlait tout à l'heure des aidants, et notamment avec
France Alzheimer avec lesquels Colisée est partenaire. Et donc cet accueil, il est déjà sur un stade très évolué de la pathologie, avec une perte d'autonomie, notamment dans les gestes de la vie quotidienne, etc. La deuxième spécificité, c'est que nous accueillons le résident porteur d'une pathologie d'Alzheimer, mais nous accueillons également ses proches, bien sûr, sa famille. Bien sûr. Il faut en face que nous ayons des soignants, des personnes qui vont prendre en charge, accompagner ces patients avec beaucoup de professionnalisme. Bien sûr. Donc la formation dont parlait Monsieur Rousset est très très importante également. Donc nous accueillons ces personnes parfois lorsque les dents familiales, les dents proches est au bout du rouleau, fatigué, et épuisé. Mais également, ce qu'on essaie de faire, ce sont ces fameux séjours de répit. Complètement. Mais également des accueils de jour. De façon à faire une... C'est ça, vous avez une offre plurielle pour... C'est intéressant ce que disait Jean-François Rousset sur le fait d'acclimater ou d'habituer progressivement le malade et son entourage à la perspective d'aller dans un EHPAD, globalement. Tout à fait. C'est, comme vous dites, c'est à la fois le patient, mais son entourage également. Il faut les habituer. Il y a un deuil quelque part. Il y a un deuil du domicile qu'il faut pouvoir accompagner, préparer, aider, quoi. Il y a un deuil du domicile, mais un deuil également de la position sociale, familiale, la position sociale de ce patient. Tout l'équilibre familial est perturbé, est modifié. Et donc, le fait d'accueillir, ne serait-ce que temporairement, peut donner de nouveaux repères. Bien sûr. Donner, vous parliez d'espoir dans votre titre, mais c'est l'espoir de resocialiser cette personne, de compenser ses pertes avec une aide. Nous, on est chez Colisée très axé sur la méthode de Montessori appliquée aux âgés. D'accord, d'accord. Et cette méthode qui dit, comme pour l'enfant que Maria Montessori a mis en évidence, c'est « aide-moi à faire seul ». C'est ça. Donc on va essayer de retrouver certains gestes, certains automatismes. On va mettre en valeur la personne, on va mettre en valeur toutes les capacités restantes de cette personne. Et cette approche est très valorisante à la fois pour le patient lui-même et puis pour ses proches. Bien entendu, qui sont satisfaits, ils n'ont pas la culpabilité de se le dire, on l'a mis dans une semi-prison sanitaire pour sa sécurité, mais aussi pour notre tranquillité. C'est toujours ce qui peut habiter quelque part les proches. Hein. C'est ça. Et c'est ce que moi, souvent, je dis aux proches de patients porteurs d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, c'est vous allez l'aimer différemment, l'accompagner différemment. Et on retrouve souvent un nouvel amour familial, un nouvel entourage des proches. Monique, juste un point quand même sur un mot lourd de sens qu'a évoqué Jean-François Rousset, hein, qui est hospitaliser le patient dans un EHPAD. Vous êtes un établissement hospitalier, mais vous n'êtes pas un hôpital. Le mot est lourd de sens, mais montre bien ce qui vous attend, hein, globalement, dans 15-20 ans, avec effectivement le vieillissement démographique qui va accroître mécaniquement la part des personnes âgées, à défaut qu'on guérisse la maladie, bien entendu. Et donc, de plus en plus, la destinée de vos établissements, c'est d'accueillir ce type de résidents. Tout à fait. Mais même actuellement, on peut considérer que à peu près 70% des résidents qui entrent en EHPAD sont porteurs de déficits cognitifs à des degrés plus ou moins sévères. Alors, moi, je voudrais revenir sur le terme hospitalisé, parce que ce sont des établissements d'hébergement. C'est ça. C'est un nouveau domicile. Ça n'est pas une hospitalisation dans le sanitaire. Bien sûr. Et en même temps, il faut des prestations quasi peut-être pas hospitalières, mais médicales, médico-techniques. En tout cas, il faut un accompagnement médical pour vraiment former les accompagnants que sont nos soignants, nos intervenants dans les EHPAD, les proches, et expliquer
les différentes phases. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt et il faut vraiment expliquer aux personnes comment ça évolue. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que c'est cette pathologie, comment ça évolue et qu'est-ce qu'on va faire en face pour compenser un petit peu ces pertes et surtout essayer de les stabiliser. Un intervenant sur votre première table ronde a parlé de ICOP, du programme de l'OMS. En Occitanie, Et donc nous, en EHPAD, on ne va pas mettre en application ICOP pour repérer, puisque les résidents qui sont en EHPAD sont déjà porteurs de troubles diagnostiqués ou pas. On est encore sur des générations où on n'a pas forcément le diagnostic tel que fait dans les centres mémoire ou dans les CM2R, mais en tout cas, ils ont déjà cette dépendance. Le D de EHPAD, c'est dépendant. Tout à fait. Donc en face, on va essayer de mettre les ressources pour soit récupérer un petit peu de ces pertes de capacité fonctionnelle, mais en tout cas, essayer de ralentir cette perte, cette évolution. Vous avez 2 autres défis, si je peux me permettre, sur lesquels ce serait intéressant de vous entendre. Il y a un défi dans la prise en charge médicale de ces patients. On sait qu'il y a une polymédication chez les personnes âgées en général, mais souvent encore plus chez les personnes en perte d'autonomie. Il y a pu y avoir, et il y a encore une tendance à donner des anxiolytiques, voire des antidépresseurs par rapport à des tableaux cliniques qui ne justifient pas. Je ne parle pas pour vous, mais pour avoir la paix. Premièrement, ça c'est le premier défi. Et le deuxième défi, c'est le défi des ressources à venir en termes de compétences médicales, mais médico-sociales, justement par rapport au fait qu'on va avoir de moins en moins de jeunes disponibles parce que la population active va baisser. C'est 2 défis majeurs pour vous, on est d'accord? Tout à fait. C'est un de mes chevaux de bataille, le fait de nettoyer cette ordonnance et d'avoir des prescriptions pertinentes. Complètement. Le juste soin, ça n'est pas forcément que le soin, que l'arrêt des soins, notamment quand on est en fin de vie, mais c'est vraiment rechercher ce qu'il faut à minima pour cette personne. Et je suis tout à fait de votre avis. Et notamment, je dis souvent aux soignants qui me signalent qu'une personne porteuse d'une maladie d'Alzheimer ne dort pas ou déambule la nuit. Je leur dis, sur le mode de la plaisanterie, je leur dis, vous pouvez leur donner des camions-citernes de somnifères, mais ils dormiront pas. Bien sûr. Puisque c'est un il faut juste sécuriser leur somnambulisme, et puis voilà, quoi. Exactement. Donc, pour cela, alors, certes, très souvent, il y a une demande de traitement, notamment médicamenteux, lorsque la personne est très angoissée, lorsque la personne est très agitée. Tout à fait. Mais moi, je pense qu'il faut promouvoir ce qu'on appelle les interventions non médicamenteuses. Exactement. Et les interventions non médicamenteuses sont là pour nous aider à gérer. Musicothérapie, il y a plein d'outils maintenant. L'art-thérapie, tout à fait. L'intervention. Les Snooze-Hélène, les ateliers Snooze-Hélène, par exemple. Tout à fait. Il y a beaucoup d'interventions. Et d'ailleurs, la HAS a publié le 21 septembre dernier, c'est récent. Le jour de la journée mondiale Alzheimer, des recommandations sur cet accompagnement et notamment sur les interventions non médicamenteuses avec leur pertinence en fonction du symptôme, mais également avec toutes les preuves, en tout cas, de ce qui fonctionnait sur certains troubles du comportement. Monique, je suis désolé, on ne va pas développer la deuxième réponse parce que le temps tourne et que c'est un sujet qu'on abordera avec Jean-Benoît Dujol, qui est le défi effectivement de l'attractivité de ces métiers aujourd'hui et demain et après-demain, quand la demande va se tendre. Christine Tabuenka, merci d'être toujours avec nous à Berlin. Donc la Fondation Médéric Alzheimer, bien connue, que vous dirigez, déploie notamment un observatoire sur la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que vous constatez justement sur la qualité de la prise en charge, notamment dans les EHPAD, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. Et je crois que vous travaillez aussi à soutenir, à développer de l'innovation organisationnelle, technologique, numérique, etc., parce qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce qu'on appelle le champ de la Silver Eco.
Merci beaucoup pour cette invitation et de nous donner la parole. En quelques mots, oui, la Fondation Médéric Alzheimer, elle est sur l'innovation puisque on a été créé pour promouvoir les sciences humaines et sociales. Donc, nous n'intervenons que dans le champ des sciences humaines et sociales. Donc, dénicher des innovations, les évaluer pour ensuite faciliter leur essaimage. Et à travers notre observatoire, nous menons différentes enquêtes et nous avons une enquête qui est présente depuis 2001 à raison de tous les 3 ans, qui étudie l'évolution des pratiques au sein des 17 000 structures d'accueil des personnes âgées avec des troubles cognitifs. Et là, je dois avouer que la dernière enquête qui remonte de 2023 nous a laissé un peu stoïques puisque 72% des EHPAD qui ont répondu à l'enquête avec un taux de retour à plus de 65%, signalaient que pour eux, la présence de troubles cognitifs sévères n'avait plus leur place dans les EHPAD. La véritable question, c'était « mais ils vont où alors ?» Eh ben oui. On est d'accord que le virage domiciliaire, c'est une réponse, mais ça ne peut pas être la seule. Donc c'est une vraie question qui nous inquiète et on va lancer la prochaine enquête là, en 2026, début 2026. On ose espérer que les choses ont un peu évolué dans le sens positif. Alors après, cela s'explique très clairement par les problèmes d'attractivité de métier, hein, comme ça vient d'être dit, le problème de ressources humaines et le manque de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plusieurs professionnels nous ont répondu en disant en fait, on manque de formation aux spécificités et il ne suffit pas d'avoir un chariot Snozelen, alors je reprends Snozelen parce que vous l'avez cité, pour pouvoir, en tant que professionnel, répondre à des situations de crise ou d'angoisse. Il faut que ce chariot soit accompagné d'une formation. Alors, en disant ça, je ne jette absolument pas la pierre aux EHPAD, que les choses soient claires, mais il y a vraiment des efforts supplémentaires à faire au niveau de la formation du personnel. On parlait des interventions non médicamenteuses tout à l'heure. Effectivement, c'est une piste qui est très intéressante. En tant que sciences humaines et sociales, je ne peux que défendre cette piste-là. On a sorti en 2021 et en 2024 le premier guide sur les interventions non médicamenteuses qui ont fait preuve scientifiquement de leur efficacité symptôme par symptôme sur les troubles cognitifs, dont la HAS effectivement s'est inspirée. Et ce guide a permis aux EHPAD de pouvoir mettre en place des interventions non médicamenteuses, aussi bien d'un point de vue occupationnel que thérapeutique. Car il ne faut pas oublier que ces interventions non médicamenteuses, peuvent avoir 2 objectifs. Un objectif thérapeutique, réduire les angoisses, comme Madame vient de le dire, mais elles peuvent aussi avoir un temps occupationnel qui est aussi très important. Écouter de la musique, ça permet de la réminiscence sensorielle, etc. Organiser un atelier de musicothérapie a un but bien précis pour agir sur un symptôme bien précis. Là est la différence. C'est très intéressant. Est-ce que justement, l'intérêt de ces approches non médicamenteuses et cette dimension occupationnelle, ça nécessite pas forcément un haut niveau d'expertise et de compétences de la part des personnels. Donc on peut imaginer que ça peut peut-être étendre le champ des recrutements possibles, à condition bien entendu que ces métiers soient aussi attractifs sur le plan de la rémunération, des horaires, des conditions de travail, quoi. Alors, je ne vais pas me lancer sur ce sujet-là de la rémunération et du temps de travail. Oui. D'une part, je pense que Madame a beaucoup plus d'expertise que moi. Mais effectivement, je pense que, notamment au niveau des auxiliaires de vie, je pense que trop souvent, elles sont cantonnées dans l'image du grand public à faire des toilettes. Or, ce sont des personnes qui ont des compétences en cuisine ou autres compétences parce qu'elles ont des enfants, parce qu'elles elles ont des hobbies personnels. Et effectivement, il ne suffirait pas grand-chose pour qu'elles puissent mettre en place des ateliers occupationnels. Je pensais à la musique, mais très souvent, les auxiliaires de vie, par exemple, spontanément, dansent le tango avec les résidents ou des valses pour leur rappeler le temps passé, etc. On est dans du occupationnel, on n'est pas dans du thérapeutique, mais ça a toute son importance. Mais le thérapeutique ne doit pas être oublié. Et là, nous menons une étude clinique au sein des EHPAD, et j'invite Madame, si elle souhaite rejoindre ce protocole, à me contacter, sur la pratique de la gym douce au sein d'un EHPAD, mais pour mesurer l'interaction entre le couple aidant-aidé, parce que même si les relations avec l'aidant se sont apaisées, que la situation d'urgence ou de culpabilité que l'aidant peut avoir aujourd'hui quand il place malheureusement la personne en EHPAD, il reste encore un long chemin pour apaiser cette relation. Et le fait de le faire intervenir dans une INM comme la gym douce, de participer à un atelier de gym douce, a un réel impact sur l'interaction sociale entre
entre le couple aidant-aidé, mais également avec les professionnels. On a mené une étude pilote il y a 1 an. On a montré que cela entraînait une estimation de soi au niveau de l'aidant, une réaffirmation des compétences de la personne, des compétences restantes de la personne aidée, et un retour à des sentiments je dirais, d'amour entre le couple aidant-aidé qui avait un peu disparu, la personne malade ne devenant plus qu'un objet lourd à gérer et perdant ce côté un peu affectif de l'aider. Et donc là, éventuellement, est-ce que l'aidant ait la confiance de faire un peu revenir son malade chez lui pour le sortir un peu de l'EHPAD, par exemple ? Alors, notre étude pilote n'a pas été jusque-là. On va le voir dans l'étude que l'on mène dans les 100 EHPAD là aujourd'hui que nous sommes en train de recruter. On l'espère, mais du moins de redonner envie à l'aidant de garder le contact avec la personne aidée, parce qu'on le sait aussi, l'aidant au fur et à mesure des semaines et des mois peut s'absenter de plus en plus et venir de moins en moins dans les EHPAD voir la personne aidée. Ouais, donc on voit bien tout l'intérêt et le potentiel des sciences humaines et sociales qui reste encore à explorer en profondeur. Je suppose que vous avez plein d'idées sur le grill. Complètement. Et alors du coup, peut-être une petite remarque, vous parliez financement tout à l'heure et politique publique. Un des regrets qu'on peut avoir, c'est que sur la stratégie des maladies neurodégénératives, finalement, ces interventions non médicamenteuses n'ont qu'une place, une infime place par rapport à toutes les autres mesures. Et je pense qu'elles auraient mérité une place beaucoup plus importante. Complètement. Malheureusement, l'heure tourne, c'est passionnant, on aurait pu rester encore une demi-heure avec vous. Merci à tous les trois, merci Jean-François, merci Christine et merci Monique. Et puis, on se retrouve dans 2 minutes pour la conclusion avec Jean-Bernard Dujol, directeur général de la cohésion sociale. À tout de suite, merci. Retour sur le plateau pour cette dernière séquence en forme de conclusion avec vous, Jean-Bernard Dujol. Vous êtes directeur général de la cohésion sociale. Alors peut-être nous expliquer ce que la direction générale de la cohésion sociale a à voir avec la question du vieillissement, du grand âge. En quoi, je dirais, c'est une affaire de cohésion sociale ? La direction générale de la cohésion sociale, la DGCS, est une des grandes directions centrales du ministère des Affaires sociales et de la Santé, rattachée à Madame Maurice au titre de la santé aujourd'hui, et Madame Parmentier-Lecoq au titre de l'autonomie et du handicap, aux côtés de la DGOS, de la DSS, d'autres directions que vous connaissez. C'est une direction qui est sur un spectre d'action qui est très large, qui a trait justement à la cohésion sociale, mais ça va de la grande pauvreté au handicap, en passant donc, j'y viens, par le grand âge, mais aussi l'enfance, la petite enfance et le droit des femmes et l'égalité. Donc on est sur très vaste spectre, mais au cœur de nos missions, et depuis très longtemps, il y a le grand âge, et notamment ce qu'on appelle le secteur médico-social. Donc, tout à fait. Le soutien et la prise en charge et en accompagnement de ces personnes, alors handicapées ou en situation de perte d'autonomie, qu'elles soient accueillies au domicile en lien avec les départements ou en institution, en EHPAD par exemple. Bien sûr. Quel constat, quelle problématique vous identifiez aujourd'hui sur cette question du grand âge, qui est présentée à juste titre comme un défi lié à la transition démographique aujourd'hui? C'est une véritable transition auquel on est confronté, qui a déjà commencé, qui est appelée à s'accélérer. Parfois, on parle de mur démographique. J'aime pas beaucoup cette expression parce qu'elle est un peu angoissante. Et un mur, ça se percute, alors qu'un défi, ça se relève. Je préfère cette vision. Mur et armement, pour prendre une autre expression. Une expression employée par une ministre il y a peu de temps et par le président. Donc, le défi, c'est celui-ci, c'est que la France vieillit. Elle vieillit rapidement. Elle vieillit par les deux bouts de la pyramide des âges. On fait moins d'enfants. C'est une mauvaise nouvelle. On vit plus longtemps. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis surtout, il y a cette vague démographique qui traverse toute la pyramide des âges et qui est liée à l'arrivée à l'âge du grand âge des générations du baby boom. C'est le grand papy boom des années 2030 et suivantes. C'est à partir de cet âge-là, les générations nées en 45, c'est des classes très nombreuses, elles auront 85 ans. Et c'est là que se pose la question, avec une acuité particulière, au-delà des 85 ans, du grand âge et des pathologies qui lui sont associées. Sachant qu'on a un autre problème qui a été, je dirais, pas révélé, parce que les spécialistes le savaient, mais a été, je dirais, rendu public l'été dernier, qui est effectivement l'inversion de la courbe de la natalité, qui vient tout d'un coup accélérer, comme vous le dites, ce vieillissement, et qui va poser la question des équilibres générationnels.
et notamment des personnels et des ressources disponibles dans 15, 20 ou même 10 ans pour faire face justement aux effets du grand âge. Alors comment vous à la cohésion sociale, vous appréhendez cette problématique? Mais redonner un chiffre, hein, ils ont été actualisés il y a peu de temps, et c'est une bonne nouvelle par l'adresse et par l'INSEE, qu'on refait des projections démographiques, et la croissance entre maintenant et 2030, 2040, 2050, nombre de personnes en situation de perte d'autonomie, qui est appelé évidemment à progresser très rapidement, c'est plus 700 000 personnes, si on définit de manière assez large la perte d'autonomie, mais si on est sur la perte d'autonomie grave, on est sur plus 300 000 personnes. Donc c'est évidemment tout à fait considérable. Il y a quand même une bonne nouvelle dans cette publication, je le souligne, c'est que la prévalence de la perte d'autonomie par âge, elle décroît. D'accord. Elle ralentit. Donc l'espérance de vie sans incapacité, comme on dit parfois, elle s'améliore. Mais ça ne suffit pas à compenser. C'est-à-dire que plus on descend dans les tranches d'âge, et moins le risque d'autonomie. Plus à l'âge donné, il y a un peu moins de prévalence de maladies. D'accord. Sauf que comme il y aura beaucoup plus de gens très vieux, c'est ça qui est bien entendu préparé. Évidemment, la vague démographique, elle représente ce défi quantitatif majeur. Donc notre préoccupation de la direction, en lien avec l'ensemble des partenaires du ministère, en lien avec évidemment les départements qui sont aux premières loges de ce virage domiciliaire qu'il nous faut prendre, c'est de se préparer quantitativement pour avoir des solutions. Qui peut être l'EHPAD, qui peut être surtout le domicile, qui peut être l'habitat intermédiaire aussi. Tout à fait. Elle se prépare quantitativement et qualitativement pour faire évoluer aussi l'offre et répondre à cette aspiration fondamentale des Français qui le disent enquête après enquête. Elles veulent pouvoir vivre chez eux ou chez elles le plus longtemps possible. Progrès médical, virage domiciliaire, montée en capacité des EHPAD pour faire face justement aux impacts médicaux et sanitaires de ce vieillissement. Ça, c'est les priorités. Mais il y en a un qui est immédiat, si je peux me permettre, et les ministres le reconnaissent, c'est ces métiers liés au grand âge sont délaissés, n'intéressent pas aujourd'hui les jeunes générations. Il y a des difficultés chroniques de recrutement. Comment on réagit? Comment est-ce qu'on corrige le tir là-dessus? C'est évidemment, on le dit parfois entre nous, la mère de toutes les batailles. Si on ne gagne pas cette bataille-là, on n'arrivera pas à transformer l'offre, à être au rendez-vous de la prise en charge. Il nous faut des ressources humaines plus nombreuses et de qualité en nombre suffisant. Complètement. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, le défi il est considérable. Il faut agir sur tous les leviers pour convaincre les jeunes générations et les autres aussi de s'engager dans cette carrière. C'est aussi une des carrières dans laquelle on se reconvertit parfois. Donc, il faut aussi jouer sur ce vivier et ce vivier-là. Et il y a plusieurs leviers. Il y a la communication, c'est très important, pour donner envie, d'abord donner à voir. Tout à fait. Parce que c'est des métiers invisibles, soyons clairs. C'est des métiers qui sont invisibles, qui exigent des compétences, mais aussi une certaine posture, un savoir-être personnel. Donc, on recherche des gens qui ont des qualités personnelles aussi importantes, mais qui savent aussi demain, quand elles sont formées, réaliser des gestes techniques importants. La ministre précédente, Madame Vautrin, avait lancé une grande campagne de communication et d'action, tout à fait, plus que ça, en lien avec France Travail, donc notre opérateur de service public de l'emploi, s'appelait Prendre Soin. Ça s'appelle toujours Prendre Soin. C'est toujours en activité. C'est une très bonne nouvelle parce que d'abord, on fait parler des métiers du social et du médico-social en général. C'est bien d'avoir une approche un peu cohérente parce qu'en réalité, il peut y avoir des passerelles entre ces métiers. Et puis on agit concrètement parce qu'on a missionné l'opérateur France Travail pour sur les territoires, ils puissent animer les actions, les job dating. Il y a une pénibilité dans ces métiers, liée notamment à la présence. Il faut que c'est du 24-24, notamment dans le cas de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Est-ce que c'est seulement pris en compte et comment, justement, on donne des avantages concrets au niveau de la rémunération, au niveau des temps de récupération, etc., etc. Et puis au niveau des représentations sociales de ces métiers aussi. Mais vous avez raison, la communication, ça ne fait pas tout. Il faut aussi agir très concrètement. On l'a fait notamment en sortie de crise sanitaire. Alors ça commence à dater, avec des revalorisations historiques. Dans le Ségur de la santé. Le secteur, dans l'aide au domicile déjà. Tout à fait. Des accords importants de la branche de l'aide à domicile. Et puis dans les EHPAD aussi, avec les mesures dites du Ségur de la santé, et puis ces déclinaisons successives qui ont permis, par exemple, dans l'exemple de l'aide à domicile, de revaloriser de 15% les rémunérations. Alors évidemment, autant deux choses. Parce que l'inflation a mangé une partie de ses gains, ça va de soi. Et puis surtout, c'était une forme de rattrapage par rapport à des rémunérations qui avaient stagné, qui étaient trop faibles depuis trop longtemps. Donc la communication, la rémunération, et ça reste une préoccupation aujourd'hui, comment dans un contexte de finances publiques difficile, nous, l'État, la Sécurité sociale et les départements, on arrive à dégager des ressources suffisantes pour accompagner dynamique salariale qui est indispensable. Il y a le sujet de la formation, et c'est très important parce que c'est
des métiers de conviction, d'engagement, mais c'est aussi des métiers techniques et qui exigent un savoir-faire et des compétences qu'il faut acquérir. Et ça, évidemment, c'est le travail aussi des instituts de formation au travail social, par exemple. Tout à fait. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Je suppose que oui, hein, dans les campagnes de communication valorisantes sur ces métiers, le prendre soin, qui doit être une valeur positive vis-à-vis de la société, pour que ces gens aussi soient fiers de parler de leur travail. C'est le sens de la signature choisie pour cette campagne. Prendre soin, ça a aussi l'avantage de permettre à toutes les familles de métiers, le handicap, le grand âge, la petite enfance aussi, de se reconnaître. Et vous m'interrogez sur la cohésion sociale en commençant. C'est bien ça le fil directeur, le fil conducteur dans ce grand spectre d'activité. C'est des métiers de l'autre, du prendre soin. Les métiers de l'humain et du lien, comme le dit la ministre. Alors, il y a un autre aspect qui m'a intéressé, en regardant un petit peu ce que fait la DG Cohésion Sociale, c'est que vous travaillez sur l'innovation sociale. C'est vrai, tout à fait. Et sur la data. Les deux sont liés. Et pour faire quoi? Dans l'exemple, bien entendu, alors on n'est pas obligé de rester que sur le grand âge, mais c'est bien d'illustrer peut-être dans ce champ-là. On l'a un peu évoqué dans la table ronde précédente avec les sciences humaines et sociales. Sur quoi vous travaillez? Alors on a la chance, dans un ministère comme le nôtre, de pouvoir bénéficier de l'expertise de grands services statistiques ministériels. J'ai évoqué les travaux de l'adresse. Tout à fait. Mais l'adresse aussi sur l'emploi. Mais on a senti le besoin en interne de renforcer notre compétence comme notre structure sur la data science ou sur les statistiques de manière générale, et pouvoir dans chacun de nos lignes de métiers, encore une fois, l'enfance, la petite enfance, le grand âge, le handicap, mieux exploiter les données. Alors, la particularité de nos politiques publiques, c'est qu'elles génèrent une masse tout à fait considérable de données. Alors évidemment, ce sont des données sensibles, des données de santé, donc elles exigent pour être consultées et traitées de pseudonymisation et compagnie. Ça va de soi, mais moi je suis frappé par le fait qu'on exploite encore insuffisamment ces données pour mieux connaître le fonctionnement des EHPAD, l'attractivité des métiers. Dans tous ces domaines, on a besoin de données. Par exemple, l'adresse fait pour le compte du ministère des enquêtes où on peut observer les parcours professionnels des personnes qui se destinent au travail social. C'est ça. Et il y a un constat qui est quand même très préoccupant et qui rejoint ce que vous évoquez. C'est que quand on est diplômé du travail social et quand on devient AES, par exemple, accompagnement économique et social, on passe moins de 10 ans dans la carrière. Au bout de 10 ans, la moitié des personnes... On a le même problème avec les infirmières. C'est pareil avec les infirmières. D'ailleurs, c'est concomitant, on va dire. C'est à peu près un constat qu'on fait éducatif. Après, ce qu'il faut, c'est comprendre les causes profondes de tout ça. Tout à fait. Il y a une sorte d'évaporation qui est liée sans doute en partie à la pénibilité. Et ça, c'est un point sur lequel je voudrais insister, parce qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire maintenant sur le sujet dans ce domaine. Ce sont des secteurs où la pénibilité, qui se traduit de manière très concrète, et trop forte, bien sûr, elle se traduit par des phénomènes très concrets de maladies professionnelles et d'accidents du travail. Et ces secteurs se singularisent, mais y compris par rapport à des secteurs qu'on imagine accidentogènes, comme le bâtiment, de manière très défavorable. Le taux d'accident du travail est beaucoup plus élevé dans les domiciles que dans les accidents. C'est des troubles musculo-squelettiques, par exemple? Il y a du physique, des lombalgies. Des lombalgies, forcément. Squelettiques. Et puis aussi de l'épuisement professionnel, du burn-out, parce que ce sont des métiers qui ont une charge mentale qui est très forte. Et là, il y a un cercle vicieux. C'est-à-dire que, évidemment, ça donne forcément une mauvaise image, il y a moins de présence, les conditions d'accompagnement sont dégradées, et ça joue aussi un rôle de repoussoir pour les futures générations qui pourraient s'engager dans cette carrière. Donc on doit absolument résoudre ce sujet. Je suis heureux de constater par exemple que le secteur de la branche de l'action sanitaire et sociale de la BAS a pris cette question à bras-le-corps et a le projet qu'on aimerait pouvoir accompagner dans le cadre de nos responsabilités, de mettre en place un office de prévention des risques professionnels. Et ça me paraît une voie d'avenir et qu'il faudrait pas d'ailleurs étendre à l'ensemble du secteur, mais déjà le concrétiser dans ce domaine-là. Jean-Benoît, peut-être un dernier mot peut-être sur les aidants, qui est un sujet en toile de fond de toute notre après-midi. Pour la prise en charge des Alzheimer et pour les personnes en perte d'autonomie en manière générale ou de handicap, évidemment, les aidants jouent un rôle crucial. Il y a à peu près 10 millions, 11 millions, il y a plusieurs estimations d'aidants. Souvent des aidants qui s'ignorent. Moi, c'est ça qui m'a frappé quand j'ai découvert le sujet. Souvent, les gens le font spontanément parce que c'est un frère, une sœur, une mère, un enfant parfois dans certaines circonstances. Et ils mettent pas cette étiquette d'aidant sur leur propre action, et donc ils s'épuisent sans avoir recours aux dispositifs que malgré tout nous avons su mettre en place pour essayer de les accompagner au titre par exemple du répit, parce que ce à quoi aspirent les aidants, c'est
de continuer à être aidants. Ils ne veulent pas se débarrasser des situations, au contraire, ils sont fiers et ils estiment nécessaire de continuer à le faire, mais ils veulent pouvoir le faire mieux, dans de meilleures conditions, en étant accompagnés. Dans cette question des plateformes de répit, du relayage à domicile, c'est crucial, et d'autant plus que demain, l'évolution de la démographie, complètement on y revient, la diminution de la taille des foyers, par exemple, fait que le vivier des dents, en fait, est plus faible demain qu'aujourd'hui. Donc on a besoin de conforter cette ressource, parce que pour faire face aux défis qu'on évoquait, donc c'est plus de 300 000 personnes à accompagner, on aura besoin d'aidants. C'est ça. Alors on voit, vous êtes sur tous les dossiers qu'on a évoqués dans l'après-midi, c'est intéressant, avec la difficulté pour vous de réussir les arbitrages interministériels par essence, vu l'étendue de vos missions. Mais en tous les cas, tous ces sujets sont pris en compte. Merci beaucoup Jean-Benoît. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis pour cette émission cet après-midi. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver des synthèses de ces débats sur notre site internet. Et à bientôt pour un nouvel événement pharmaceutique. Merci, bonne soirée.